L'histoire s'ouvre par une journée lumineuse et ensoleillée, mettant en scène la grande et imposante Campbell House, un manoir semblable à un château niché au pied d'une chaîne de montagnes enneigées. À l'intérieur, un jeune homme aux cheveux blonds en désordre, Moon Campbell, s'éveille dans un lit luxueux. Il est complètement désorienté, sa dernière mémoire étant celle de sa mort dans un accident de voiture. Regardant ses propres mains avec incrédulité, il remet en question la réalité de sa situation, se demandant s'il n'a pas d'une manière ou d'une autre voyagé dans le temps. Il scrute la pièce, prenant note du décor somptueux de palais de style occidental et du mobilier ancien, qui lui sont totalement étrangers. Sa confusion s'accentue lorsqu'il se regarde dans un miroir et voit un visage qui ressemble exactement au sien, mais tel qu'il était à 17 ou 18 ans. La réalisation lui envoie une décharge de panique. Il se met la main sur la tête, essayant frénétiquement de comprendre où il a été transporté. Il fait une pause un instant, ses yeux bleus grands ouverts tandis qu'il assimile l'impossibilité de la situation dans laquelle il se trouve. Regardant à nouveau son reflet, il ne peut s'empêcher d'admirer combien son jeune lui était beau. Il pouffe, pensant que cela doit être une sorte de jeu incroyablement réaliste. Mais soudain, une pensée le frappe, effaçant le sourire narquois de son visage. Il se rappelle d'un trope familier, se faire percuter par un camion et être transporté dans un autre monde. C'est un cliché qu'il avait lu dans des histoires, quelque chose dont il rêvait étant homme d'âge moyen avant de mourir. Déterminé à vérifier si tout cela est réel, il aperçoit une dague ornée sur sa commode. Il la prend, décidant qu'il doit confirmer sa nouvelle réalité d'une manière ou d'une autre. Sans hésiter, il se tranche le doigt avec la lame, faisant gicler le sang de manière dramatique. Il fixe la coupure superficielle sur son doigt. Le couteau était bien plus tranchant qu'il ne l'avait imaginé pour une simple décoration. Soudain, une douleur intense le frappe. Il se tord sur le sol en hurlant. La douleur est une preuve indéniable. Ce n'est pas un rêve. Il a vraiment été transporté dans un autre monde. Alors que la douleur s'estompe, un sombre souvenir lui traverse l'esprit, montrant une version menaçante, presque démoniaque, de lui-même. Il se rappelle soudain l'histoire du propriétaire originel de ce corps. Moon Campbell a profané la famille royale, a été dépouillé de son statut noble et condamné à une vie d'exil. Le souvenir montre le Moon Campbell original, en haillons et brisé, rejeté et averti qu'il serait tué sans pitié s'il remettait jamais les pieds dans l'Empire. De retour au présent, Moon respire lourdement, la sueur coulant sur son visage. Il avait pensé que le nom n'était qu'une coïncidence, mais maintenant il connaît la vérité effrayante. Il s'est en réalité transmigré dans le corps de ce type mentalement retardé, le méchant aux cheveux jaunes qui n'est même pas un ennemi significatif dans l'histoire. Son esprit revient à sa vie d'avant, allongé au lit à lire un web roman sur son téléphone. Il s'appelait la plus forte héroïne de l'histoire, l'un des rares qu'il suivait quotidiennement, sur la fille illégitime d'une famille noble déchue qui devient une héroïne sauvant le monde. Il se souvient de la description du livre concernant Moon Campbell, un méchant sans cervelle, aux cheveux jaunes, qui utilise constamment le pouvoir de sa famille pour harceler l'héroïne, servant en fait de réserve d'expérience ambulante pour le groupe du protagoniste avant sa chute et son exil inévitable. Il s'effondre à genoux, désespéré. Il ne veut pas être un imbécile qui gêne le protagoniste. Mais maintenant, cet imbécile, c'est lui. Tout le poids de sa situation s'abat sur lui. Il espérait peut-être être le héros après sa renaissance, mais à la place il n'est qu'une marche pour le véritable protagoniste. Il se tient la tête et crie « Que dois-je faire ?» Tout est fini. Alors qu'il sombre dans la panique, un coup sec à la porte brise le silence. Une servante se tient dehors, interrompant sa crise. Toujours affalé sur le sol, sous le choc, Moon se ressaisit suffisamment pour l'appeler faiblement d'entrée, se préparant à l'interruption. La porte s'ouvre pour révéler une belle servante aux cheveux sombres et aux yeux rouges. Une plaque indique qu'elle s'appelle Anne, une domestique de la Campbell House. Moon la reconnaît et l'appelle par son nom, lui demandant ce dont elle a besoin. Anne l'informe que la robe pour le banquet a été livrée et que la madame lui a demandé de la porter pour qu'il l'essaie. Cherchant à paraître nonchalant, Moon sourit et lui dit de simplement la mettre de côté. Cependant, Anne hésite, ses yeux perçants remarquant que quelque chose ne va pas chez son jeune maître. Elle aperçoit la coupure fraîche sur sa main et demande s'il est blessé. Moon explique négligemment qu'il s'est accidentellement entaillé et demande si elle a des médicaments ou un pansement. Anne répète simplement le mot inconnu, pansement. Anne déclare que bien qu'elle ne sache pas de quoi il parle, elle peut arrêter le saignement elle-même. Moon observe, intrigué, tandis qu'elle s'approche de lui. Avant qu'il ne puisse réagir, Anne prend sa main et porte son doigt qui saigne à ses lèvres, léchant la blessure pour la nettoyer. Moon est complètement abasourdi, le visage rougissant vivement tandis qu'il laisse échapper un « et ». Choqué. Anne se retire légèrement, confirmant que le saignement a cessé. Elle déclare d'un air sérieux « Chaque goutte de sang du jeune maître est très précieuse ». La regardant droit dans les yeux, elle rougit légèrement et le gronde doucement. « S'il te plaît, ne te blesse pas si facilement ». Toujours cramoisi et en sueur, Moon, tout troublé, ne peut que bégayer un accord, promettant de se souvenir de ses paroles. Son devoir accompli, Anne demande s'il a besoin de quelque chose d'autre avant de retourner à son travail. Moon, tentant de retrouver son calme, la remercie pour son service. La porte se referme d'un clic, laissant Moon seul dans la chambre, le cœur battant la chamade. Il reste un instant immobile, poings serrés et visage encore rouge, essayant de digérer cette rencontre incroyablement bizarre et intime. Soudain, sa gêne se transforme en plaisir pervers. Il renvoie la tête en arrière, les yeux en forme de cœur, et crie « Oh mon Dieu !» C'est trop mignon. Il se jette sur le lit, se roule et glousse comme un idiot. Il n'arrive pas à chasser l'image de la douce servante aux cheveux noirs de son esprit, la trouvant incroyablement mignonne. Dehors, Anne marque une pause avant de s'éloigner, l'air songeur,
appelant doucement « Jeune maître ». Ses yeux s'écarquillent légèrement de surprise. Elle se dit « M'a-t-il vraiment dit merci ?» Cette simple politesse n'était manifestement pas ce dont elle avait l'habitude avec le Moon Campbell original. Après son moment d'euphorie, Moon s'affale sur le lit, son esprit redevenant sérieux. Il se dit qu'être le beau-fils d'un duc, riche et servi par une servante, devrait être une excellente vie. Il se demande pourquoi l'original Moon a tout gâché en provoquant la protagoniste. Puis il se souvient du déclencheur de son exil, avoir drogué la 3e princesse de l'Empire lors de sa cérémonie de majorité. Un sourire narquois se dessine sur son visage alors qu'il réalise que la solution semble simple. Maintenant qu'il connaît la cause, il lui suffit d'éviter de provoquer l'héroïne pendant la cérémonie. Il serre le poing, rempli d'une nouvelle détermination, croyant pouvoir encore changer son destin. Il se redresse, réfléchissant à son avenir. Pour continuer d'être ce jeune maître riche et aisé, il doit réfléchir sérieusement. Sa première question, quand a lieu exactement la cérémonie de majorité? Ses pensées reviennent à sa conversation récente. Anne vient envoyer une robe pour la cérémonie de majorité. Demain, la réalisation horrifiante le frappe comme un éclair. Il devient figé, un mot résonnant dans son esprit. Demain, un hurlement assourdissant de merde jaillit du manoir, brisant la quiétude du jour. Sa condamnation n'est pas une menace lointaine, elle est dans moins de 24 heures. Dans un désespoir total, Moon se recroqueville en boule dans son lit, appelant toute intervention divine ou triche de transmigration à laquelle il peut penser. Système, es-tu là, grand-père? DS? Moin? Il sait qu'il a besoin d'un miracle pour s'en sortir. Des larmes de désespoir coulent sur son visage, tandis qu'il supplie l'univers. Quelqu'un peut-il faire attention à moi? N'ai-je vraiment aucune triche? Il déplore sa terrible chance, se sentant puni d'avoir dépensé toute sa chance dans des gâchats dans sa vie antérieure. Sans aide extérieure en vue, il réalise qu'il est complètement seul. Allongé dans son lit, Moon tente désespérément d'élaborer un plan. La cérémonie de majorité est demain. Il est trop tard. Il doute qu'un simple pardon efface les vieilles rancunes. Il se demande même morbidement si elle ne le forcera pas à lui lécher les pieds en public pour obtenir son pardon. Il s'imagine en petit chibi se faisant écraser par la protagoniste, se répétant qu'un vrai homme peut endurer l'humiliation. L'insulte de lécher des pieds n'est rien comparé à devenir un mendiant estropié. Il ajoute ensuite, de manière comique, que ce serait mieux si elle portait des bas noirs demain. Avec une détermination nouvelle, quoique un peu tordue, il décide d'un plan d'action. Quand il rencontrera la protagoniste demain, il se précipitera immédiatement vers elle, s'agenouillera à la vitesse de la lumière et fera 3 kotos. Mais alors qu'il affermit sa résolution, quelque chose de dur le frappe soudain à la tête avec un grand bruit. Il pousse un cri de douleur, se tenant la tête. Furieux, il exige de savoir ce que diable c'était, se plaignant que cela faisait si mal qu'on aurait dit que ça lui avait traversé le crâne. En regardant, ses yeux tombent sur un petit livre sombre et orné posé sur l'oreiller où sa tête venait d'être. Le livre dégage une faible aura bleue magique. Une réalisation s'impose à lui. Serait-ce? Son visage explose de joie frénétique. Tout son désespoir disparaît en un instant alors qu'il hurle triomphalement, le plugin est arrivé. Il tient le livre dans ses mains tremblantes, une expression d'excitation pure et sans retenue sur le visage. Il semble que sa triche soit enfin là. Des larmes de joie coulent sur son visage, tandis qu'il serre le livre contre lui. Il a l'impression que Dieu ne l'a pas encore abandonné. Même s'il est un perdant destiné à être de la chair à canon, avoir une triche change tout. Un air confiant et sournois s'empare de son visage. Il déclare que dès cet instant, il changera la fin originale et son propre destin. Comme dit le proverbe, « Mon destin est entre mes mains ». Il ouvre le livre avec empressement pour découvrir son nouveau pouvoir, mais son expression confiante se fige immédiatement. Il fixe le livre ouvert avec une mine de perplexité totale et absolue. Ses espoirs s'effondrent instantanément. Les pages sont complètement blanches. Non, que se passe-t-il? Crie-t-il avec frustration, un livre sans mots. Il se calme rapidement, tapotant son menton d'un air pensif. Il en déduit qu'il doit y avoir une méthode spéciale pour l'activer. Se remémorant les tropes du cadre fantasy d'Europe occidentale de ce monde, une idée lui vient. Il mord résolument son pouce, faisant couler du sang. Il laisse tomber une goutte de son sang au centre de la page blanche, une méthode d'activation courante dans de nombreuses histoires fantastiques. Au moment où le sang touche le papier, une énergie sinistre d'un violet sombre jaillit du livre, surprenant Moon. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Hurle-t-il tandis que l'énergie sombre tourbillonne violemment autour de lui et du livre. Il ressent une étrange sensation à mesure que l'énergie s'intensifie, semblant lui aspirer quelque chose. Il regarde ses mains, la grimace au visage en réalisant que c'est son sang. Sa vision commence à se brouiller et à s'obscurcir alors que le livre draine sa vitalité, mais ses yeux restent fixés, déterminés à aller jusqu'au bout. Le monde devient noir et il se retrouve dans un espace sombre et froid. Une vision apparaît devant lui, une main meurtrie et enchaînée, coincée dans un carcan en bois. La vision descend et révèle que les pieds de la personne sont également entravés par d'énormes chaînes de fer. La scène complète se révèle. C'est Moon lui-même, torse nu, son corps musclé enchaîné fermement à un mur et couvert de blessures. Dans ce cauchemar précognitif terrifiant, son œil s'ouvre. Il est conscient, piégé et à la merci d'un tortionnaire invisible. Dans la vision, le Moon battu et enchaîné gémit, le visage tuméfié et la conscience brumeuse. Il revient lentement à lui, essayant de comprendre où il se trouve. Une silhouette émerge de l'obscurité,
son visage à quelques centimètres du sien. C'est Anne, sa servante, mais ses yeux brillent d'une lumière rouge terrifiante et son sourire est cruel et possessif. Elle chuchote qu'elle attendait qu'il se réveille. Moon ne peut que regarder, horrifié. Anne tire violemment sur les chaînes qui le retiennent, le faisant crier de douleur. Elle lui dit froidement que la souffrance est inévitable, que tout cela sert à lui donner une leçon. Elle trace un doigt sur sa poitrine blessée, la voix emplie d'une tristesse glaçante. Elle lui dit qu'il ne sait pas combien il la rend triste et qu'il ne devrait pas être ainsi. Elle le traite de mauvais, cruel et égoïste. Avec un soupir, elle poursuit sa leçon tordue. Elle lui dit qu'il doit infliger de la douleur aux autres et se faire haïr de tous. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra véritablement n'appartenir qu'à elle. Elle déplore qu'il ait changé, et ce changement de cœur ne convient pas à son plan. La vision révèle un destin bien plus terrifiant que l'exil, le tourment éternel aux mains de sa servante possessive. Dans un vide sombre, une femme mystérieuse aux yeux violets luisants regarde en bas, son expression mêlant obsession et folie. Elle promet de purifier inlassablement quelqu'un par son amour, peu importe le temps que cela prendra. Ses yeux brillent d'une possessivité glaçante, tandis qu'elle déclare qu'ils seront ensemble pour toujours. La scène montre un jeune homme aux longs cheveux blonds, enchaîné et en sang, hurlant de terreur. La voix de la femme résonne. Même la mort ne pourra les séparer, tandis que des lames ombrageuses descendent sur lui. Soudain, le jeune homme, Moon Campbell, hurle de terreur en se réveillant en sursaut. Il se redresse dans son lit, haletant lourdement, réalisant que l'horrible épreuve n'était qu'un cauchemar. En sueur et désorienté, il se tient la tête, essayant de digérer ce rêve d'une netteté terrifiante. Il se cramponne à la jambe, perturbé que la douleur du rêve ait semblé si réelle. Il se demande s'il s'agissait d'une sorte de vision précognitive. Moon se souvient qu'au moment où il avait perdu connaissance, un étrange livre s'était ouvert et avait aspiré beaucoup de son sang. Il se demande si le cauchemar est le résultat de quelque chose qu'il a mal fait. Il regarde le mystérieux livre sombre dans ses mains avec une expression ahurie. Alors qu'il tient le livre, une énergie sombre en jaillit, révélant un message glaçant écrit en rouge « Ne change pas le destin ». L'énergie violette menaçante continue de se répandre hors du livre, surprenant Moon. Moon reste désespéré, s'interrogeant sur l'avertissement du livre. S'il ne peut pas changer l'intrigue, cela signifie-t-il qu'il est condamné à cette fin tragique? Et pourquoi cela serait-il mauvais si l'alternative est le cauchemar qu'il vient de vivre? Le soleil du matin brille à travers la fenêtre de sa somptueuse chambre. Moon se tient près de la fenêtre, regardant son reflet. Il se résigne au fait que ses pensées précédentes n'étaient que des vœux pieux et que pour survivre, il doit activement choisir la voie de la destruction. Cependant, une idée germe dans sa tête. Il reconsidère la fin du livre original, où il est exilé et devient mendiant, et se dit que ce n'est pas si mal puisqu'au moins il est encore en vie. Il réalise que, contrairement au Moon Campbell original, il est différent. Il prend une pause confiante, se proclamant super ouvrier guerrier venu d'une société moderne. Il croit que même exilé, il peut repartir de zéro dans un autre pays en utilisant la sagesse des gens modernes. Regardant par la fenêtre avec un sourire en coin, il balaie son statut aristocratique comme quelque chose bâti sur l'exploitation de la classe ouvrière. Il se sent confiant qu'en véritable combattant prolétarien socialiste, il peut bien gagner sa vie dans ce nouveau monde avec ses propres mains et ses connaissances. Plus tard, Moon s'assoit pour manger, mâchant un gros morceau de steak. Il maudit intérieurement, admettant qu'il n'avait jamais goûté un steak et un vin aussi délicieux dans sa vie précédente, reconnaissant les tentations de la classe privilégiée maléfique. Il fantasme à propos de tous les plats délicieux qu'il peut désormais savourer, des sandwichs et du poulet rôti aux pancakes et au gâteau, bavant de plaisir. Une belle femme aux cheveux blonds dorés, la duchesse Noise Campbell, sourit chaleureusement et demande ce qui a rendu son petit Moon si heureux aujourd'hui. Un homme plus âgé et distingué aux cheveux blancs, le duc Long Campbell, ricane. Il suppose que Moon doit attendre avec impatience le banquet de sa cérémonie de majorité demain, l'un des événements les plus importants de sa vie. Jouant le jeu, Moon confirme calmement à ses parents qu'il l'attend effectivement. Le duc se vante de la rapidité avec laquelle son fils a grandi, tandis que la duchesse s'extasie sur le fait qu'il sera la personne la plus remarquée au banquet. Cependant, le duc lui rappelle que Moon a déjà une fiancée, la princesse Celia, et attirer l'attention d'autres filles pourrait causer des ennuis. La duchesse fait la moue, se plaignant qu'elle n'aime pas la princesse Celia, la qualifiant de froide et pas assez mignonne pour son fils. Mais le duc n'est pas d'accord. Si la princesse Celia n'est pas digne de leur fils, alors personne ne l'est. Écoutant le débat de ses parents, Moon arbore un sourire confiant et entendu. Il se dit intérieurement « Mes chers parents, êtes-vous donc si sûrs de votre fils ?» tout en se préparant mentalement à affronter la femme au centre de son destin, la princesse Celia. Moon se remémore intérieurement des informations sur la princesse Celia. Elle est la 3e princesse, une enfant pure bénie par Dieu, et une candidate sérieuse au titre de plus belle femme de l'Empire. Dans le roman original, elle était aimée pour son extérieur froid mais son cœur chaleureux. Il ricane intérieurement en pensant « Ne savez-vous pas quel genre de poisson pourriait votre fils ?» Il sait que ses parents aimants sont les 2 seules personnes au monde qui traitaient l'original, inutile Moon Campbell comme un trésor. Il réfléchit à l'intrigue du roman. Ses parents étaient de bonnes gens, mais à cause des actions de leur fils lors de la cérémonie de majorité, toute la famille Campbell a été forcée de disparaître de la haute société. Il ne peut accepter le destin préétabli d'être exilé et infirme. En traversant le grand hall vide, Moon renforce sa détermination. Il doit agir. Le livre disait qu'il ne pouvait pas changer son propre destin, mais peut-être peut-il changer celui des autres. D'un air résolu, Moon analyse la situation.
La véritable raison de la chute de sa famille n'était pas seulement son crime contre la princesse, mais une plus grande lutte de pouvoir politique. Donc, pour sauver sa famille, quelqu'un d'autre doit porter le blâme de l'incident. Et dans un monde fantastique, quoi de plus adapté pour prendre la faute qu'un démon? Le soleil se couche sur le grand domaine des Campbell. Moon sait qu'il ne reste qu'un jour pour faire les dispositions. Sa tâche est de s'occuper de la future reine, Celia. Il raisonne qu'un simple poison ordinaire ne suffirait jamais à battre une puissante utilisatrice de magie comme elle, et il n'a aucun souvenir d'un tel produit dans le manoir, ce qui signifie que l'original Moon a dû l'obtenir là-bas. Alors qu'une servante somnolente transporte un plateau à proximité, Moon complote. Il doit s'éclipser et trouver l'endroit mentionné dans le roman où se cachent criminels et forces du mal. Il sait qu'il ne peut pas détourner le blâme par des paroles seules. Soudain, un fort boom résonne dans le hall. La servante maladroite est tombée, renversant le thé partout. Elle est assise par terre, étourdie et souffrante, se plaignant que le thé noir du maître et de la maîtresse est désormais gâché. Moon se retourne et s'excuse, avouant qu'il était perdu dans ses pensées et ne l'avait pas vu. La servante relève la tête, les yeux s'écarquillant de surprise en le reconnaissant. Bégayant de peur, elle crie « Jeune maître Momomoon ». La servante se précipite vers lui en panique, désespérée d'éponger le thé sur ses vêtements. Elle regarde la tache sur son uniforme blanc immaculé et hurle intérieurement, pensant que tout est fini. Absolument terrifiée, la servante baisse la tête et supplie pour sa vie, implorant qu'il ne la frappe pas, ne la déshabille pas et ne la jette pas dans la rue. Elle promet de ne plus jamais recommencer. Moon est surpris. Il ne peut croire qu'un simple renversement de thé ait tant effrayé la fille. Il se demande à quel point la réputation de l'ancien propriétaire était terrible. Moon pose doucement une main sur la tête de la servante, lui disant que tout va bien et qu'il ne la punira pas. Elle le regarde, surprise. Il remarque alors combien elle est chaude et s'exclame « Tu es si chaude ». Utilisant une méthode d'évaluation unique de personnes modernes, Moon pose son front contre le sien. Il confirme qu'elle a de la fièvre et lui dit qu'elle devrait se reposer, son front étant assez chaud pour faire bouillir un œuf. La servante est gênée et sans voix. La servante malade proteste faiblement, expliquant qu'elle ne peut pas se reposer parce que le banquet de la majorité est demain et qu'ils sont déjà en sous-effectif. À ce moment, une voix appelle « Jeune maître Moon ». C'est Anne, la servante aux cheveux sombres de ses cauchemars. Moon, en la voyant, dit qu'elle arrive au bon moment et lui demande de prendre des dispositions pour la servante malade. Moon demande gentiment le nom de la servante malade. Elle se présente timidement, Noël. Moon ordonne alors à Anne d'organiser le repos de Noël. Anne proteste, expliquant qu'avec le banquet demain, chaque servante a des devoirs, et si Noël se repose, cela alourdira le travail des autres. Moon rétorque qu'ils peuvent simplement recruter plus de personnel, se demandant si le vaste manoir du duc ne peut pas se le permettre. Moon se détourne en donnant un ordre ferme. Il dit à Anne d'informer la contremaîtresse que tous les domestiques malades doivent se reposer et que de nouveaux seront recrutés. Il précise qu'il ne veut pas qu'une bande de malades mentaux apparaisse à sa cérémonie et cause des problèmes. Anne incline la tête, son expression indéchiffrable, et accepte de transmettre l'ordre à la contremaîtresse, notant l'écart frappant avec les habitudes de son maître. Après avoir donné ses ordres, Moon se retourne et s'éloigne. La scène s'attarde sur Anne et la convalescente Noël, laissée dans le grand hall pour digérer ce qui vient de se passer. Noël exprime sa confusion à Anne, rappelant qu'elle se souvient que le jeune maître avait auparavant dit qu'il ne voulait pas des étrangers sales dans le manoir. Anne lui répond simplement de ne pas trop y penser, d'obéir aux ordres du maître et d'aller se reposer. Alors que Noël s'éloigne, Anne la regarde partir, une expression pensive sur le visage. Elle note les changements subtils dans le comportement de son maître et décide qu'elle doit commencer à planifier à l'avance pour prévenir toute situation incontrôlable. Plus tard, dans sa chambre, Moon fouille frénétiquement un coffre au trésor, jetant de côté bijoux et objets de valeur. Il creuse au fond du coffre en marmonnant que ce qu'il cherche n'y est pas, alors qu'il s'en souvient pourtant clairement. Il pense de nouveau à la belle princesse Celia. Il sait que pour neutraliser une surdouée de la magie comme elle, la seule solution est d'utiliser une potion psychédélique particulière, chère et de contrebande. Et le seul endroit qui vendrait une telle chose est « succès ». Il trouve enfin ce qu'il cherchait, s'exclamant que le Moon original était vraiment un salaud. Il se rappelle que l'objet qu'il tient maintenant était assez difficile à obtenir dans le roman original. Il brandit son prix, un bon VIP du marché noir souterrain, noir et or. La nuit tombe, et une voiture traverse un pont de pierre. La voiture s'arrête devant la chambre de commerce de Chesfort. Moon dit à ses valets d'attendre, prétextant qu'il va acheter des bijoux pour ses parents à porter au banquet de demain. Avec un sourire confiant, Moon s'éloigne de la voiture, sa vraie mission sur le point de commencer. Il disparaît dans les rues sombres et bondées de la ville. Suivant l'itinéraire du roman qu'il a mémorisé, Moon s'engage dans les égouts profonds et sombres de Belran, situés juste à l'extérieur de la cité royale. Déguisé maintenant d'une cape sombre à capuche et d'un masque blanc, Moon tient une torche en l'air, convaincu d'avoir trouvé l'entrée du marché noir. Un garde à l'allure sinistre bloque son chemin, exigeant de savoir qui il est. Moon donne calmement le mot de passe qu'il se rappelle, rat d'égout. Le garde demande son objectif. Moon déclare qu'il cherche Carion et présente le bon VIP comme justificatif. Le garde accepte le bon et invite le « cher client » à entrer. Moon jette un coup d'œil par la porte entr'ouverte avec un sourire triomphant. Il pénètre dans le marché noir souterrain de Léopold, une cité cachée animée et chaotique grouillant de silhouettes furtives. En traversant le marché, il observe les diverses marchandises illicites en vente. Bocaux remplis d'ingrédients douteux pour potions comme des cerveaux,
et cages contenant des bêtes synthétiques aux yeux luminescents. Moon note que le marché est exactement comme le décrivait le roman, allant jusqu'à vendre des esclaves sous-humains. Il se rappelle que l'un des futurs coéquipiers du protagoniste avait été acheté ici. Cependant, il balaie ses pensées, se rappelant de se concentrer d'abord sur l'objectif réel. Il arrive devant une petite boutique et sonne la cloche de la porte. Un mystérieux marchand coiffé d'une capuche rouge à oreilles de chat et portant un masque blanc apparaît, accueillant avec enthousiasme son premier client de la journée. Le commerçant masqué demande ce qu'il souhaite voir, se vantant que sa petite boutique a tout. Moon, toujours déguisé, va droit au but. Il veut de cette potion, incolore, inodore, visant spécifiquement les magiciens et les plongeant dans l'inconscience pendant des heures. Le marchand comprend immédiatement, supposant avec coquetterie que c'est pour les jeux pervers des riches. Il propose même de recommander de bonnes boutiques d'esclaves contre une commission. N'ayant pas de temps pour de tels jeux, Moon refuse sèchement la vente additionnelle et s'apprête à partir. Le commerçant, voyant une grosse vente s'échapper, abandonne instantanément son discours et panique, le suppliant désespérément de rester en assurant qu'il possède bien la potion dont il a besoin. Ayant réussi à le retenir, le marchand explique que la potion est effectivement un trésor rare et lui demande d'attendre un instant pendant qu'il la cherche. Tandis que le commerçant se tourne pour fouiller ses provisions, Moon attend, bénéficiant de sa première vraie occasion d'évaluer le mystérieux vendeur. En attendant, Moon observe le marchand. Il note que, bien qu'elle porte un masque couvrant entièrement le visage et que sa voix soit magiquement modifiée pour masquer son genre, son ton et son comportement lui donnent une forte suspicion. Alors que le marchand se penche pour fouiller une caisse en maugréant au sujet de 2 bouteilles qu'elle a fabriquées récemment, Moon a une excellente vue sur sa silhouette. Sa suspicion se confirme et il s'exclame intérieurement « Et quel corps !» Moon en déduit que la femme est probablement une beauté, mais que ses méthodes doivent être encore plus puissantes que son apparence pour lui permettre d'avoir une place dans un lieu aussi dangereux. Il réfléchit stratégiquement. S'il parvient à établir une bonne relation avec elle, elle pourrait l'aider lorsqu'il sera finalement exilé. Dans une boutique mystérieuse remplie d'élixirs étranges, une commerçante coiffée d'une capuche rouge à oreilles de chat rassure son client. « Attendez encore un peu, jeune maître, ce n'est pas pressé tant que vous l'avez. » Soudain, la clochette de la porte tinte, et Moon Campbell, le jeune maître, tourne la tête, alerté par l'arrivée d'un nouveau client. Une silhouette grande et intimidante, drapée d'une cape noire et masquée, entre dans la boutique. La commerçante enjouée se tourne pour saluer le nouvel arrivant. « Bienvenue, invité. » L'invité mystérieux va droit au but, ses yeux rouges brillant derrière le masque. « Je veux acheter un type spécial de drogue très puissante, mais qui ne laissera aucune trace magique ensuite. »« Vous en avez ?» La commerçante semble surprise un instant, mais se reprend vite. « Cela. Oui, veuillez patienter un instant. » Elle pense intérieurement. Normalement personne ne s'intéresse à ce genre de potion, c'est vraiment étrange aujourd'hui. Dans l'ombre, Moon observe la nouvelle cliente. Il note sa silhouette féminine et la légère odeur qui se dégage d'elle, se demandant pourquoi une femme aurait besoin d'une potion aussi dangereuse. Moon soupire intérieurement, comprenant le sinistre dessein du produit. Arg, acheter ce remède va probablement nuire à quelqu'un, mais malheureusement je ne peux pas l'empêcher. Le type qui sera drogué, tu es livré à toi-même. Ignoré. Son compagnon trouve la couleur plutôt voyante. Ro-Baïdé, 0C0689709A2DC58B3CB1BA4A0F0F1, panel-Banimber, 8, narration. Le commerçant explique. La commerçante dissipe l'inquiétude. Les clients n'ont pas à s'en faire. Bien que la couleur de ce médicament soit effectivement vive, elle est totalement indétectable si on le met dans des boissons comme le vin rouge. Une toute petite goutte suffit à faire perdre connaissance même à un éléphant et le faire s'évanouir pendant 2 ou 3 heures. Le compagnon de Moon est stupéfait par l'affirmation, les yeux grands ouverts. Une goutte peut assommer un éléphant. C'est vrai, la commerçante confirme sa puissance et ajoute un avertissement en coin. Bien sûr que c'est vrai, on en a pour son argent. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez l'essayer. Mais notez que si vous vous endormez ici, je vous facturerai 5 000 et 1000 de frais de garde par heure. La femme mystérieuse, tenant la potion, répond simplement « ce n'est pas nécessaire ». Après l'argumentaire, la commerçante annonce le prix. La potion spéciale endormante, un rêve de Nankiang, est vendue 130 000 et 1000. Notre boutique n'accepte aucune forme de marchandage. Voulez-vous payer par carte ou en espèces? La femme mystérieuse hésite avant d'admettre « je n'ai pas assez d'Émile et je n'ai pas l'intention de régler la note en Émile. » Elle propose d'une alternative. « Je peux vous vendre une information en échange de la potion. » La comercante, intriguée, répond « Oh ?» Ma chère, je dois vous rappeler que 130 000 n'est pas une petite somme. La femme lève une enveloppe scellée, confiante dans son offre. Cette information vaut définitivement 130 000. Pour certaines personnes, elle peut valoir bien plus que 130 000. La commerçante prend la lettre, son intérêt éveillé. Très bien. Laissez-moi voir quel genre d'information c'est. Elle commence à en lire le contenu. La commerçante relève la tête en lisant la lettre, son visage masqué impénétrable. C'est intéressant. Êtes-vous sûr que cette information est vraie? La femme répond calmement. Qu'elle soit vraie ou non, j'aimerais que vous le vérifiiez avec vos capacités en tant que propriétaire du magasin. La commerçante semble satisfaite. Oh, cet invité me fait vraiment confiance. Mais comme vous l'avez dit, cette information vaut effectivement 130 000. Voilà, la potion est à vous. La femme prend la potion et lance un simple « merci ». La commerçante la raccompagne d'un « prenez soin de vous ». Je ne vous raccompagne pas.
Après le départ de la femme mystérieuse, Moon s'avance enfin pour sa propre transaction. « Et vous, jeune maître ?» demande la commerçante. Il présente une carte en disant « Passez ma carte ». La commerçante lui rend sa carte de cristal et lui offre un petit cadeau. Une seconde fiole plus petite contenant un liquide violet. Un petit cadeau? À quoi sert cette bouteille? Demande Moon, surpris. La commerçante lui fait un clin d'œil espiègle. C'est celle que j'utilise, vous savez. Ce sera une meilleure expérience associée à la bouteille rouge. Moon accepte le cadeau. Merci, gérante. Au fait, l'information que cette femme venait de mentionner. La commerçante s'appuie sur son comptoir, son intérêt clairement éveillé par sa question. Oh mon Dieu, jeune maître, vous vous intéressez aussi à cette information. Elle ajoute avec malice, puisque nous sommes de vieilles connaissances. Elle lui fait une offre spéciale. Je vous la vendrai à ce prix. Moon regarde les doigts qu'elle lève et précise, 90 000. La commerçante corrige Moon d'un ton enjoué, levant ses doigts. 9 cent mil. Moon ne bronche même pas devant ce prix exorbitant. Il se contente de dire « non, merci » et se tourne pour quitter la boutique. En sortant, Moon pense en lui-même, agacé. Il réalise que la commerçante a réalisé un énorme profit en revendant l'information qu'il venait de refuser. Il conclut que le marché noir est plein de profiteurs et qu'il doit trouver un partenaire plus droit et digne de confiance pour ses plans. La commerçante le salue gaiement alors que la porte se referme derrière lui. Au revoir, jeune maître, revenez la prochaine fois. Une fois Moon parti, la commerçante devient silencieuse, méditant sur les événements récents. Elle retire son masque, révélant le visage d'une belle jeune femme aux longs cheveux noirs. Elle réfléchit à voix haute à la précieuse information qu'elle possède désormais, reliant la cérémonie des Campbell, la présence de la troisième princesse et le besoin soudain de main-d'œuvre du duc. Une idée rusée germe dans son esprit. Elle se souvient de l'animosité de longue date entre le deuxième prince et le grand-duc Campbell, et de la rivalité séparée avec le duc Raymond. Tenant son masque, elle pense « Quelle chose intéressante, pourquoi ne pas vendre deux camps ?» Un sourire méchant joue sur ses lèvres tandis qu'elle savoure sa perfidie. Faire d'une pierre deux coups. Je suis vraiment une vilaine. La scène change. C'est la nuit suivante, et le grand palais des Campbell est illuminé, animé pour la cérémonie de passage à l'âge adulte. À l'intérieur, la salle de bal est remplie de la noblesse. Moon se tient aux côtés de son père, le grand-duc Campbell aux longs cheveux, accueillant leurs invités. Un noble nerveux présente sa fille au grand-duc, l'exhortant à le saluer. La jeune femme, rougissante et bégayant, parvient à peine à articuler ses mots. Son regard se pose sur Moon et son visage se vide de couleur. Elle est visiblement terrifiée, transpirant et tremblante en sa présence. Submergée par la peur, la jeune fille invente promptement une excuse. « Maman m'appelle. Désolée de partir maintenant. » Et s'enfuit, laissant son père et les Campbell dans un silence gêné. Son père s'excuse abondamment de la timidité de sa fille. Moon, cependant, arbore un sourire aimable et compréhensif. « Ce n'est rien, je ne le prends pas mal. C'est de notre faute si nous ne vous avons pas bien accueillis. » Alors qu'ils prennent place, Moon se permet un petit sourire entendu. Comme prévu, pense-t-il, pleinement conscient que la réaction de la jeune fille tient à la mauvaise réputation du Moon original. Il jette un coup d'œil autour de la salle, remarquant que toutes les jeunes nobles, y compris la fille du marquis Hill, le regardent avec les mêmes expressions craintives et méprisantes. Il laisse échapper un petit soupir frustré en mode chibi-comique, se lamentant, hélas après tout, la réputation du propriétaire original est vraiment trop mauvaise. Soudain, une main se pose sur sa tête, le surprenant. Il lève les yeux et voit son père. « Je suis très satisfait de ta performance aujourd'hui, » dit le grand-duc, l'air content. Son père poursuit avec des mots d'encouragement. « J'étais un peu inquiet avant, mais maintenant il semble que c'était inutile. Après ce soir tu ne seras plus un garçon, mais un véritable homme de la famille Campbell. Donne le meilleur de toi-même. » Moon regarde son père, un sourire chaleureux et sincère aux lèvres, et répond avec détermination « Je ferai de mon mieux. » À ce moment-là, une voix appelle l'attention. « Tout le monde, veuillez vous taire. » Tous les regards se tournent vers la grande entrée, où sont apparues les silhouettes d'invités importants. La voix de l'annonceur résonne dans la salle, entamant la présentation de l'invité d'honneur. Accueillons la troisième dans l'ordre de succession de l'Empire de Léopold. La foule observe avec admiration tandis que l'annonceur proclame l'arrivée de la fille d'un blanc pur béni par la déesse de la glace et de la neige. Et la voilà, resplendissante avec de longs cheveux argentés et une aura de froide noblesse. L'annonceur la présente à l'assemblée, la troisième princesse de l'Empire, son Altesse Célysia. Le grand-duc Campbell claque une main sur l'épaule de Moon. J'irai recevoir les deux autres ducs. Je te laisse cet endroit. N'oublie pas de ne pas négliger son Altesse la princesse. Moon acquiesce, d'accord, père. Laissant à présent ses tâches, Moon s'approche de l'invité d'honneur, les bras ouverts dans un geste accueillant. Princess. Il la salue avec un sourire charmeur. Ça fait longtemps, maître Moon. Vous êtes si charmant aujourd'hui. La princesse Célysia répond froidement et poliment, bien que ses yeux restent sans sourire. Vraiment? Merci pour le compliment. Elle exécute une révérence gracieuse, ajoutant une pique subtile. Cependant, il est rare d'entendre de tels mots d'éloge venant du jeune maître Moon. Moon rit, feignant l'innocence. Ah, votre Altesse, ce que vous dites me fait passer pour ce genre d'impoli qui ne sait même pas se tenir. Célysia lui lance un regard perçant, sa voix glacée. N'est-ce pas? La question unique prend Moon complètement au dépourvu. Se reprenant rapidement, Moon reprend aussitôt son rôle d'hôte parfait. Ah,
Votre Altesse devait être fatiguée d'être venue de la cité royale. Il vaudrait mieux entrer et vous reposer. La princesse accepte d'un discret « merci pour cela ». Dès qu'elle se détourne, Moon pousse un soupir de soulagement. Ouf, elle est enfin partie, pense-t-il en essuyant une goutte de sueur. Elle est vraiment belle, mais aussi terrifiante. Comme prévu pour l'héroïne principale du roman original, son aura est vraiment effrayante. Tout en saluant d'autres nobles, la princesse Célysia trouve ses pensées revenant à leur brève conversation. Elle sent que Moon est un peu différent ce soir par rapport à avant. Elle lui jette un coup d'œil depuis l'autre côté de la salle, l'air pensif. Est-ce parce qu'il est devenu plus poli? Se demande-t-elle, intriguée par ce changement inattendu. Pendant ce temps, l'attention de Moon est attirée par les bavardages des nobles à proximité. Il les entend colporter des ragots sur une fille illégitime, qui s'est fait un nom en duellant avec son fiancé. Les nobles poursuivent leurs récriminations méprisantes, exprimant leur incrédulité qu'un comte bulgare céderait la position d'héritière à elle. Hellas. Non seulement c'est une enfant illégitime, mais en plus c'est une femme. Comment pourrait-elle être qualifiée pour hériter du titre de comte? Alors qu'ils dénigrent le comte, les sujets de leur commérage arrivent. Deux jeunes femmes traversent l'arcade, et l'un des nobles chuchote prestement à son compagnon de se taire. Les yeux de Moon se fixent sur les nouvelles venues, une expression sérieuse sur le visage. Il se dit « Enfin, elle est là ». La véritable protagoniste du livre original, l'ultime héroïne de ce monde. Les deux femmes avancent dans la salle. Celle qui mène, aux longs cheveux bruns et à la démarche assurée, est Ariel Bugard. Ariel s'approche directement de Moon, le regard froid et défiant. « Bonjour, jeune maître Moon, nous nous retrouvons. Comment allez-vous ces temps-ci » Moon commence à répondre avec un sourire poli. « Ah, je vais bien. » Mais il est interrompu par un cri de colère sur le côté. « Espèce de bâtard ignoble !» Un noble flagorneur, cherchant à se faire bien voir, bondit en avant en hurlant. « Comment osez-vous parler à notre jeune maître Moon ?» Son interruption surprend Moon. Avant que l'homme ne puisse créer une scène plus importante, Moon le saisit vivement par les cheveux et lui couvre la bouche avec force, criant « Taisez-vous !» pour le faire taire. Sans perdre une seconde, Moon se tourne de nouveau vers Ariel, son sourire charmeur intact. « Je vais certainement bien ces temps-ci, mademoiselle Ariel Bugard. Merci de vous en soucier. » Ariel est complètement abasourdie. Sa réponse polie et calme est la dernière chose qu'elle attendait, la laissant sans voix. « Hein. Vous. » Elle le dévisage avec méfiance, l'esprit affolé. Que se passe-t-il? Ce type ne m'a même pas traité d'illégitime méprisable comme avant. Son cerveau. Se souvient-il vraiment de mon nom complet? A-t-il compris, ou y a-t-il une conspiration? Ignorant la confusion d'Ariel, Moon tourne son attention vers sa compagne timide, Léa. Il tend une main douce et demande « Vous devez être mademoiselle Léa, n'est-ce pas ?» La jeune fille est choquée qu'il sache qui elle est. Moon poursuit avec aisance, sa voix pleine de charme en l'appelant par son nom complet. Bien sûr, comment ne pourrais-je pas connaître le nom de l'invitée importante de ce soir? Mademoiselle Leah Angel. Il tend la main pour une poignée, mais avant que Léa ne puisse réagir, la main d'Ariel jaillit et la frappe d'une gifle protectrice, repoussant sa main d'un coup sec. Ariel se place en posture défensive entre Moon et Léa, la voix aiguë de suspicion. ¿Qué manigances tú? Elle se plante juste en face de lui, les yeux enflammés d'un feu protecteur, tandis que Léa tremble derrière elle. Moon Campbell, écoute-moi. Elle lui adresse son avertissement d'une chuchotement féroce. La raison pour laquelle je suis ici est purement pour ton père. Je me fiche de ta supposée conspiration, viens m'affronter. Si tu oses avoir de mauvaises pensées envers Léa, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Après sa menace, Ariel lui tourne le dos en attrapant le bras de Léa. Leah partons. Elle conduit son ami loin de là, laissant Moon seul à nouveau. Moon les regarde s'éloigner, un sourire résigné aux lèvres. Hellas. Songe-t-il, il semble qu'elle ait un stéréotype profond sur le propriétaire original, et il est difficile de le changer en si peu de temps. Mais son expression se transforme rapidement en une confiance froide. Il décide que cela n'a pas d'importance. Après ce soir, leurs destins seront deux lignes complètement parallèles qui ne se croiseront jamais. Il résout de la laisser avoir son brillant avenir, tandis que lui aura le sien. Ainsi, sous les yeux vigilants de ses parents, Moon est formellement présenté à la société depuis le grand balcon, marquant officiellement sa majorité. La cérémonie formelle terminée, le bal commence. Moon repère la princesse Célysia et d'un sourire charmant, lui offre la main. « Aurais-je l'honneur de vous demander cette danse ?» La princesse paraît visiblement surprise par cette invitation polie. Célysia hésite un instant avant de poser sa main dans la sienne. « Vous, laissez tomber. Ce soir c'est votre cérémonie de passage à l'âge adulte, donc je n'ai naturellement aucune raison de refuser. » Moon la remercie avec grâce. Les nobles environnants sont stupéfaits par ce développement, chuchotant entre eux, incrédules. Moon Campbell, danser avec la princesse? C'était inédit. De l'autre côté de la salle, Léa aperçoit le duo improbable et tire sur la manche d'Ariel en s'exclamant « Sœur Ariel, regardez !» Ariel, cependant, s'intéresse davantage à une part de gâteau. Tous les regards sont tournés vers Moon et la princesse Célysia, alors qu'ils occupent le centre de la piste, se déplaçant avec grâce au son de l'orchestre. Pendant qu'ils dansent, Célysia lui fait un petit compliment. « Vous avez de bonnes figures de danse. » Moon accepte l'éloge humblement, répondant « Merci pour le compliment, mais c'est encore au niveau débutant. » Célysia le regarde intensément, scrutant ses yeux. « Vous avez effectivement changé, Moon Campbell. »
Elle précise, non, c'est la façon dont vous invitez les gens. Moon est momentanément confus. Voyant son expression, Célisia ajoute, je me souviens que vous avez dit cela quand vous avez invité la fille d'un vicomte au dernier bal universitaire. Elle imite alors à la perfection le ton arrogant et condescendant du Moon original. Femme, sois contente et réjouis-toi, car ce jeune maître a fait preuve de miséricorde et t'a accordé le droit de danser avec moi. Le souvenir fait transpirer Moon à grosses gouttes. Moon est mortifié, rougissant et bégayant, incapable de former une réponse cohérente face à l'horrible comportement de son ancien lui. Célisia le regarde sans expression et demande « Alors, est-ce que je l'ai bien imité ?» Secouant son embarras, Moon s'excuse rapidement « J'avais tort, Votre Altesse Célisia. Pourriez-vous oublier ce qui s'est passé alors ?» Alors que les violons poursuivent, la danse continue, mais la conversation a pris un tour nettement plus sérieux. Célisia fait alors une demande surprenante. « Après cette danse, pourriez-vous venir dans ma chambre ?» Reconnaissant son sous-entendu concernant leur fiançailles, Moon la rassure « Je comprends, Votre Altesse. Je n'ai aucune intention de dépasser mes limites. » Se penchant plus près, Moon révèle son véritable objectif. C'est précisément des fiançailles que j'aimerais discuter en détail avec Votre Altesse. Cela éveille l'intérêt de Célisia. Elle le questionne « Avez-vous besoin d'avoir une conversation privée avec moi au sujet de nos fiançailles ?» Tandis qu'il continue de glisser sur la piste, au centre de l'attention. Moon expose son argument de façon logique. « Je sais que son Altesse ne m'apprécie pas, et que notre mariage n'est en réalité qu'un mariage politique arrangé par Sa Majesté le Roi afin de préserver sa relation avec mon père. » Il poursuit en expliquant l'impasse politique dans laquelle elle se trouve. Si Votre Altesse proposait d'annuler les fiançailles, cela affecterait inévitablement la crédibilité de la famille royale et la relation père-fille entre vous et Sa Majesté, n'est-ce pas? Célisia concède silencieusement le point. Moon en profite pour suggérer qu'ils partagent un objectif commun. Donc je suppose qu'au moins pour ce qui est d'annuler les fiançailles, nous sommes d'accord. Si nous travaillons ensemble, peut-être pourrons-nous trouver une façon correcte d'annuler nos fiançailles. Qu'en pensez-vous, Votre Altesse? La princesse Célisia réfléchit à sa proposition et un petit sourire songeur effleure ses lèvres. Elle accepte, je comprends. C'est quelque chose qui ne peut être discuté qu'entre vous et moi. Moon a du mal à contenir sa joie. Son plan a parfaitement fonctionné. Il pense en lui-même, elle a mordu à l'hameçon. Pardon, Votre Altesse. Pour que l'histoire se déroule bien, je ne peux que... Il se félicite intérieurement d'avoir manipulé la princesse. Alors que Moon se complaît mentalement, Célisia pose une question qui brise sa contenance. Où se trouve votre chambre? Ses yeux s'écarquillent, son esprit se met en court-circuit. Hein. Avant que le Moon déconcerté ne puisse réagir, Célisia prend les devants. Elle lui attrape la main et commence à le tirer hors de la piste. Inutile d'attendre la fin de la danse, partons maintenant, déclare-t-elle, le laissant bafouiller. Ça, Sa Majesté. Dans un renversement complet de son plan, Moon est entraîné hors de la salle bondée par une princesse Célisia déterminée, laissant dans son sillage des nobles choqués et bavards. Son stratagème pour contrôler son destin a pris une tournure sauvage et inattendue. 2 servantes nettoient une salle luxueuse. La servante aux cheveux argentés colporte des potins à sa collègue, commentant que la princesse Célisia est partie avec le jeune maître incapable. La servante à la peau foncée ignore les commérages et presse sa partenaire à agir. Elle lui rappelle qu'elles doivent se dépêcher car elle se trouve sur le territoire du roi Lionheart, laissant transparaître un sentiment de danger et d'urgence. La scène se déplace vers une chambre somptueuse où le jeune maître, Moon, offre un verre de vin rouge à la princesse Célisia. Cependant, elle refuse catégoriquement son offre. Célisia ferme les yeux et réitère fermement qu'elle ne peut pas boire d'alcool. Pas une goutte. Moon semble accepter son refus, bien qu'il panique intérieurement. Le monologue intérieur de Moon révèle sa frustration. Il se plaint que le roman original ne mentionnait pas que la princesse ne pouvait pas boire. Et maintenant il n'a aucun moyen d'administrer la « médecine » rouge qu'il a préparée. Réfléchissant vite, Moon change d'approche. Il demande agréablement à Célisia ce qu'elle préférerait à la place du vin, suggérant du café ou du thé noir. Célisia le regarde, légèrement perplexe devant ses options limitées. Moon explique avec un sourire que, en raison de circonstances imprévues, seuls le vin rouge et le thé noir sont disponibles ce soir. Sur ce, Célisia accepte le thé noir. Ravi que son plan soit de nouveau sur les rails, Moon annonce joyeusement qu'il va chercher le thé et s'éloigne en sautillant, laissant Célisia silencieuse sur le canapé. Le regardant partir avec tant d'enthousiasme, Célisia ne peut s'empêcher de se demander intérieurement, trouvant étrange que quelqu'un puisse être si joyeux rien qu'à l'idée de préparer du thé. Hors de vue, Moon commence à préparer le thé. Le dos tourné, il se prépare à exécuter son plan malicieux. Il sort la potion, pensant que si une goutte suffit pour un éléphant, il devrait en ajouter un peu plus pour une magicienne puissante comme Célisia. Il décide aussi de ne pas utiliser la deuxième potion inconnue, par sécurité. Soudain, Célisia apparaît juste derrière lui, demandant s'il a terminé. Surpris, Moon pousse un cri et fait tomber les potions qu'il tenait. Tentant de paraître naturel, Moon se retourne avec un sourire crispé, assurant Célisia que le thé sera prêt très bientôt. Elle l'observe, apparemment insensible à sa panique maladroite. Les mains derrière le dos, Moon réalise avec horreur que, dans sa panique, il a renversé la potion aphrodisiaque rouge sur son autre main, la mélangeant à l'autre substance répandue. Il jette un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule vers la princesse Célisia, qui est maintenant assise sur le canapé, patientant sans savoir le désordre qu'il a causé. S'essuyant la sueur du front, Moon pousse un soupir de soulagement.
Il est soulagé que le médicament n'ait aucune fluctuation magique, sinon son stratagème aurait été immédiatement dévoilé. Mais juste au moment où il se calme, ses yeux s'écarquillent. Une pensée soudaine et terrible lui traverse l'esprit, et il laisse échapper un petit nain. Il regarde avec horreur une large éclaboussure rouge sur le mur. Une quantité importante de la précieuse potion a été gaspillée. Non, urlait-il intérieurement. Son esprit repasse son grand plan. Il comptait diluer la potion, la vendre comme somnifère et gagner sa première bourse d'or. Maintenant, ses rêves de richesse sont partis. La voix de Célysia appelle jeune maître Moon, le tyran de son désespoir. Il répond vite qu'il arrive et prend le plateau avec les 2 tasses. Après un instant, il revient dans la pièce, s'excusant auprès de la princesse pour l'attente prolongée. Célysia baisse les yeux vers la tasse de thé qui lui a servi. Elle semble hésitante, remarquant que le thé noir de sa famille a l'air inhabituel. Le plan se concentre sur la tasse posée sur ses genoux. Le liquide à l'intérieur n'a rien de la couleur du thé noir. Au contraire, il est d'un rouge vif et scintillant. Suant abondamment, Moon cherche une explication. Il affirme que c'est un thé précieux d'Orient appelé Grande Robe Rouge. Il lâche le nom, espérant désespérément qu'elle croira ce mensonge grotesque. Le regard de Célysia devient glacial et sceptique. Peu convaincue par son excuse fragile, elle le met calmement au défi. Ah bon? Eh bien, jeune maître Moon, vous commencerez. Moon feint l'offense, demandant si son Altesse le soupçonne d'avoir trafiqué les boissons. Célysia répond calmement que, en tant qu'hôte, c'est l'étiquette noble de servir le thé en premier. Coincé, Moon réalise qu'il n'a pas le choix. Résigné, Moon porte sa propre tasse à ses lèvres pour en prouver l'innocence. Mais au moment où il s'apprête à boire, Célysia lui dit d'attendre 1 minute. Avant qu'il ne puisse réagir, Célysia tend la main par-dessus la table, affirmant que sa tasse a l'air meilleure que la sienne. Avec un sourire usé, elle lève sa tasse et demande « Cela vous dérange si nous échangeons ?» Moon reste sans voix, le visage figé par la stupéfaction. Une vague de panique submerge Moon alors qu'il regarde Célysia boire le thé drogué qui lui était destiné depuis le début. Son plan s'est retourné contre lui de la manière la plus spectaculaire qui soit. Moon ne peut que regarder, horrifié, la main tremblante en tendant la sienne pour l'arrêter, mais il est déjà trop tard. L'effet est instantané. Le visage de Célysia rougit, et elle regarde Moon d'un air trahi, renversant le thé en criant accusatrice. « Toi !» Elle laisse tomber la tasse, et une étrange énergie enflammée s'en échappe en la brisant, une réaction bien plus violente que ce qu'un simple somnifère devrait provoquer. Submergée par l'effet inattendu de la potion, Célysia perd connaissance et s'effondre sur le canapé, laissant un Moon stupéfait gérer les conséquences. Moon réfléchit à la situation, soulagé d'avoir eu la prudence de mettre un somnifère dans les 2 tasses. Il songe que, puisque le roman original ne mentionnait pas que la princesse ne pouvait pas boire d'alcool, sa divergence a créé une suite accidentelle à l'intrigue. Il se reprend rapidement, se rappelant l'intrigue originale. L'héroïne doit arriver bientôt, les trouver inconscients et le tuer. Il réalise qu'il doit préparer la scène immédiatement. Pour créer une scène de crime convaincante, Moon commence à simuler une agression. Il commence par faire descendre les bas de Célysia et desserrer sa robe pour donner l'impression d'une lutte. Il pense à défaire le bas de sa robe mais décide comiquement de ne pas le faire, craignant qu'elle ne prenne froid. À la place, il se contente de décoiffer un peu ses cheveux. Ensuite, il s'occupe de lui-même. Il lutte de façon comique pour arracher ses vêtements nobles trop ajustés afin de parfaire la mise en scène. Enfin, avec un soupir de soulagement, il retire sa chemise, révélant une carrure étonnamment sculptée en dessous. Il se tient fièrement, prêt pour la phase suivante de son plan. Avec Célysia suggestivement posée sur le canapé, Moon estime sa mission accomplie. Il ne reste plus qu'à attendre que le personnage principal de l'histoire entre. Le temps commence à s'écouler dans la pièce ornée et silencieuse. Moon sort sa montre de poche pour vérifier l'heure, une lueur d'inquiétude traversant son visage. Il commence à se demander ce qui se passe. Une demi-heure entière s'est écoulée. Selon l'intrigue originale, l'héroïne, Ariel, aurait dû se précipiter d'ici là. Moon s'impatiente, se demandant où elle peut bien être. Il se creuse la tête, essayant de se rappeler la séquence exacte des événements du récit original qui a conduit à l'arrivée d'Ariel. Il se souvient d'une scène clé du roman. Les vêtements de l'héroïne, Ariel, avaient été accidentellement tachés par une servante gravement malade au manoir du duc. Le souvenir se poursuit. Après l'incident, Ariel s'était dirigée vers la salle de bain pour trouver de quoi nettoyer ses vêtements tachés. C'est durant ce détour qu'elle est tombée sur la pièce, surprenant le propriétaire originel malfaisant du corps de Moon juste au moment où il allait agresser la princesse. La réalisation frappe Moon comme un éclair. Le déclencheur clé était une servante gravement malade. Serait-ce? Ses pensées convergent vers une seule personne, celle que cela ne peut être. Dans sa tête, il hurle de désespoir. Noël. Moon fixe, incrédule, son esprit tournant à cause de l'implication de ce qu'il vient de découvrir. Impossible, ça. Il regarde la paisible Célysia endormie, la terrible vérité lui apparaissante. Son intervention signifie qu'il a effectivement modifié l'intrigue originale. En regardant le visage empourpré de Célysia, il comprend l'ampleur de la situation. Ce n'est pas un petit changement, c'est un gros problème. Il tente de se calmer, raisonnant que puisque la princesse a été charmée, il peut encore rattraper la situation. Derrière lui, une image éthérée d'une Célysia masquée se manifeste, entourée d'une puissante aura bleue. Soudain, l'air devient froid. Moon frissonne, se demandant pourquoi il fait si frais en plein été, tandis qu'une brume glaciale commence à ramper autour de lui.
Le froid s'intensifie, et il laisse échapper un grognement de douleur, sentant une sensation aiguë et glacée le traverser. Une immense vague de magie de glace jaillit du corps inconscient de Célisia, balayant la pièce avec une force incroyable. La glace cloue Moon au sol. Célisia, les yeux désormais recouverts d'un étrange masque de glace, flotte au-dessus de lui, son corps irradiant une énergie glaciale et puissante. Coincé sous elle, Moon panique, essayant frénétiquement d'expliquer que tout est un malentendu. « Votre Altesse, s'il vous plaît, écoutez mon explication. » Dans son état fiévreux, les yeux de Célisia papillonnent légèrement. Elle murmure, « Il fait si chaud. » L'aphrodisiaque la fait brûler de l'intérieur, provoquant la dérégulation de sa magie de glace latente comme mécanisme de défense. Le visage enflammé, elle continue dans un état hébété. Le corps veut. La potion produit l'effet désiré, mais avec un effet secondaire magique désastreux. Moon réalise que son état est totalement incorrect et dangereux. « Non, ce n'est pas ça. » Hurle-t-il, tentant de s'éloigner et promettant d'appeler un médecin. Il tente de la repousser, mais dès que ses mains la touchent, elles sont instantanément recouvertes de cristaux de glace tranchants et douloureux. Attirée par la chaleur de son corps pour apaiser son feu intérieur, Célisia l'agrippe et se penche plus près. « Ton corps est si froid. J'aime ça. » murmure-t-elle tandis que Moon la supplie désespérément de se réveiller. Alors que Célisia s'approche pour l'embrasser, Moon hurle intérieurement qu'Ariel, la protagoniste, vienne le sauver. Sa mise en scène est devenue une réalité terrifiante. La scène bascule brusquement vers le palais du duc, où l'héroïne, Ariel, regarde une tache sur ses vêtements. Ariel marche dans un couloir élégant, agacée. Elle marmonne qu'une petite idiote, nommée Léa, a été imprudente et a mis du gâteau sur ses vêtements, un événement différent de ce dont Moon se souvient dans le roman. En marchant, elle s'arrête soudain, sentant quelque chose devant elle. Elle scrute un long corridor orné, ressentant une présence. Qui est là? Appelle-t-elle. Une servante aux cheveux bruns sort d'une porte, surprenant Ariel en disant « Excusez-moi, mademoiselle ». La servante informe poliment Ariel que la zone qui suit est une partie restreinte du manoir du duc et lui demande de faire demi-tour, éveillant la curiosité d'Ariel. Quand Ariel insiste pour en savoir plus, la servante sourit simplement et dit que c'est un secret qu'elle ne peut partager. Agacée, Ariel claque la langue et la traite de radine. La servante remarque alors la tache de gâteau sur les vêtements d'Ariel. Ariel explique qu'elle cherchait des toilettes pour la laver, et la servante propose gentiment de s'en occuper. La servante pose ses mains sur la tache, et dans un éclat d'un vert émeraude brillant, utilise la magie pour faire disparaître complètement la saleté. Ariel est complètement stupéfaite, impressionnée que même les servantes du manoir du grand-duc soient capables d'utiliser la magie. La servante, voyant qu'elle a réussi à détourner l'attention d'Ariel de la zone interdite, minimise humblement l'exploit, préparant déjà son prochain mouvement pour retenir l'héroïne. Après avoir nettoyé la robe, la servante donne à Ariel un rappel amical. Elle mentionne qu'une quantité limitée du gâteau spécial Pachichi sera servie au banquet bientôt, et lui conseille de ne pas le manquer. Les yeux d'Ariel brillent d'excitation. À la mention du dessert rare, elle oublie complètement ses soupçons antérieurs, son esprit focalisé uniquement sur l'obtention du gâteau Pachichi. Elle remercie rapidement la servante pour son aide et s'élance, annonçant qu'elle doit aller chercher le gâteau. La servante répond poliment « de rien », ayant réussi à détourner l'héroïne de son chemin. Avec un sourire agréable, la servante fait signe au revoir à Ariel qui s'éloigne, lui disant « prends soin de toi ». Dès qu'Ariel disparaît de sa vue, toutefois, l'attitude amicale de la servante disparaît. Elle jette un regard en arrière, froid et perçant, son objectif mystérieux semblant accompli. Une servante aux cheveux bruns traverse le couloir, l'esprit troublé. Elle trouve une autre servante un peu étrange, sentant le sang, et s'inquiète aussi d'une personne cachée. Cependant, elle écarte vite ses pensées, décidant que ce n'est pas ses affaires puisque tout se passe dans le manoir du duc. Elle se fait un clin d'œil enjoué, pensant à la princesse Célisia. Elle médite que son Altesse est déjà adulte et la meilleure prodige de magie de sa génération, il est donc impossible qu'elle se laisse berner par un stupide playboy. Ses priorités changent rapidement alors qu'elle s'excite, déclarant que rien n'est plus important que son gâteau Pachichi. Elle annonce avec empressement son arrivée auprès de son dessert chéri. Ailleurs, une servante à la peau sombre, couteau à la main, parle à sa complice. Elle confirme que la fille qui vient de partir était à l'origine la cible du numéro 9, qui était son ancien partenaire, et c'est ainsi qu'elle a des informations sur elle. Sa compagne aux cheveux argentés s'agenouille, se remémorant la mission ratée. Elle explique s'être retrouvée entre les mains de cette fille, et que numéro 9 a été tué par elle malgré son avantage de 2 niveaux. La servante à la peau sombre la presse d'accélérer, disant qu'elles n'ont pas beaucoup de temps. Elle explique qu'il ne sera pas facile de percer l'espace mis en place par le lion Harking, Roncabel, qui couvre tout le palais du duc. La servante aux cheveux argentés a l'air inquiète. Elle sait qu'elles doivent se dépêcher, craignant l'échec de leur mission si Moon Campbell ou la princesse Célisia apparaît soudainement. Cependant, d'après son enquête précédente, elle pense qu'il reste encore du temps. La scène bascule vers un moment tendu. On voit, de dos, une personne à 4 pattes, et un observateur commente que l'on dirait qu'il fait ça. Moon Campbell, torse nu et musclé, gît par terre, respirant lourdement. Épuisé, il déclare que c'est enfin fini. Il repense à sa mésaventure, pensant avoir échappé au pire et réussi à conserver son identité de grand magicien depuis 30 ans. Il croit que s'il avait franchi la dernière étape avec la princesse, il aurait été exilé ou pire. Mais maintenant, il semble que cela ne fait plus aucune différence. Une lame aiguë et lumineuse apparaît soudain, pointée directement vers sa gorge.
Une furieuse princesse, Célisia, se tient au-dessus de lui. Son corps irradiant une aura glacée tandis qu'elle brandit une épée de glace. Elle lui donne une dernière chance de prononcer ses derniers mots. Moon Campbell, toujours allongé au sol, affiche un sourire forcé et jovial. Il dit négligemment que si elle ne lui parle pas, lui non plus ne dira rien. Célisia n'est pas amusée. La magie de glace crépite autour de sa jambe alors qu'elle se prépare à frapper. Voyant cela, la façade enjouée de Moon Campbell éclate en panique, et il la supplie désespérément d'attendre. Il panique, craignant que tout soit fini et qu'il meure sans même la possibilité d'une renaissance s'il ne parvient pas à la calmer. Il décide que sa seule option est de tenter un coup de poker en utilisant la sagesse des gens modernes. Célisia l'observe, l'expression froide. Moon commence son pari, citant une phrase célèbre. « Il y avait autrefois un véritable amour devant moi, mais je ne l'ai pas chéri. Je n'ai pas regretté avant de l'avoir perdu. » Il poursuit son monologue dramatique avec une expression d'espoir. « Si Dieu pouvait me donner une autre chance. » Mais ses paroles n'ont aucun effet. La lame de glace s'abat vers lui tandis qu'il pousse un cri terrifié. Célisia s'arrête juste au-dessus de lui, son expression emplie de mépris. « Alors c'est pour ça que tu es si dégoûtant ?» demande-t-elle, la voix glaciale. Moon Campbell, en sueur, tente de se défendre, prétendant que ses sentiments sont sincères et qu'ils n'ont en réalité pas encore dépassé ce point. La colère de Célisia s'enflamme. « Tu appelles ça de la sincérité, ces moyens sales et vulgaires? Tu te moques de moi, Moon Campbell ?» Elle lui dit que s'il l'avait vraiment aimé, il aurait dû l'impressionner par son caractère, sa force et sa sincérité comme un vrai homme. S'il avait agi ainsi, elle aurait peut-être même envisagé de respecter l'accord de mariage. Ses yeux se remplissent de larmes de déception. « Mais toi, tu as choisi de me droguer, la méthode la plus ignoble et sans honte. » Moon Campbell se lève, tentant de s'excuser et d'expliquer qu'il n'avait pas d'autre choix. Mais Célisia l'interrompt, sa voix résonnant d'autorité tandis qu'elle lui ordonne de se taire et de se mettre à genoux. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, un coup soudain retentit à la porte, interrompant l'atmosphère tendue. Moon Campbell reste à genoux, levant les yeux vers Célisia tandis qu'elle le fixe du regard, la tension palpable entre eux. Célisia le saisit par le cou, lui disant de demander aux gens dehors de partir. Il explique que la pièce est insonorisée, et qu'aucun son ne peut entrer ou sortir, sauf les coups à la porte. Célisia claque la langue d'agacement, affichant un air frustré. Elle décide d'épargner sa vie pour le moment, lui ordonnant de se rhabiller et d'ouvrir la porte. Vain coup, Moon Campbell accept humblement. S'étant réveillé du cauchemar, Moon Campbell, désormais entièrement habillé, contemple sa sinistre réalité. Il réalise qu'il fait face à un gros problème avec seulement 3 options redoutables restantes. Il envisage ses destins possibles tandis que Célisia, de son cauchemar, le regarde avec dédain. Il pourrait être tué par Célisia elle-même, pendu en public par un roi en colère, ou réduit en morceaux par un inconnu dans un donjon. Quel que soit le chemin, c'est une impasse. Il ouvre la porte de sa chambre, maugréant de frustration contre le timing du personnage principal, se demandant pourquoi celui-ci se montrerait maintenant après que tout ait été réglé. Une voix inconnue l'accueille en l'appelant « Jeune Maître Moon », et il lève les yeux, perplexe. La servante à la peau sombre, aperçue plus tôt, se tient là avec un plateau de gâteaux. Elle explique que « Madame » l'a vu parler avec la princesse et l'a envoyé avec des collations, pensant qu'il pourrait avoir faim. Moon la remercie pour son travail. Il lui dit distraitement de poser le plateau sur une table proche, et elle acquiesce. Alors qu'elle passe, une pensée traverse Moon Campbell. Il s'arrête, une lueur de suspicion sur le visage, réalisant qu'il n'a jamais vu cette servante auparavant. La servante explique calmement qu'elle vient d'être choisie pour rejoindre le manoir du duc la nuit précédente. Donc il est normal qu'il ne la connaisse pas. Moon rétorque qu'il se souvient qu'on lui avait dit qu'on n'engageait que des domestiques ordinaires pour le banquet faute d'uniforme de servante supplémentaire. La façade amicale de la servante tombe. Ses yeux se plissent en un regard froid et dangereux tandis qu'elle confirme simplement ses soupçons d'un doux « ouais ». Les gâteaux volent lorsqu'elle fonce à travers lui dans un flou d'énergie sombre. Réalisant la vérité, Moon Campbell hurle « Assassin ». Un éclair de compréhension le frappe. Il comprend avec horreur que la cible de l'assassin n'est pas lui. Ses yeux s'écarquillent tandis qu'il crie le nom de la vraie cible, Célisia. Un gros plan montre le visage calme et sans méfiance de Célisia. L'assassin, brandissant 2 poignards et enveloppé d'une énergie sombre, bondit dans les airs vers une Célisia inattentive. Une explosion massive de puissance éclate lorsque l'énergie sombre de l'assassin entre en collision violente avec la brillante magie de glace bleue de Célisia. Moon Campbell est pris dans l'onde de choc, projeté en arrière par une puissante rafale de vent et de magie de glace. Se débattant contre le torrent magique, il serre les dents et appelle le nom de Célisia, le visage marqué par la détresse. À l'intérieur de la pièce, la bataille fait rage. Célisia, maintenant armée de son épée de glace, part habilement les poignards maniés à 2 mains de l'assassin. D'un regard perçant, Célisia confronte son agresseur, lui demandant si c'est son stupide frère qui l'a envoyé. L'assassin sourit en coin, déclarant que l'identité de son employeur est top secrète. Elle dit avec assurance à la princesse qu'elle mourra ici aujourd'hui. Pendant ce temps, l'assassin aux cheveux argentés exécute un rituel. Des cercles de magie dorée s'enflamment sur les murs, tandis qu'elle prépare un sort pour s'assurer que la 3e princesse soit assassinée dans le palais. La lumière dorée s'intensifie à mesure que le rituel magique approche de son achèvement. L'assassin aux cheveux argentés déclare « C'est ta fin ». Une énorme explosion de lumière dorée jaillit, la force de l'explosion projetant l'assassin en arrière. L'assassin est étourdi par la puissance de l'attaque. Elle pense que, face à une telle offensive magique dense, même les instructeurs du collège Sainte-Marie seraient
obligée de battre en retraite. Ses pensées sont interrompues lorsqu'elle entend la voix de Célysia psalmodier. La glace se condense en forme, le givre devient lance, conférant la puissance suprême. L'assassin regarde, choqué, saignant de coupures au visage, tandis qu'une Célysia déterminée la fixe du regard. Pendant ce temps, verrouillé à l'extérieur, Moon Campbell tente frénétiquement d'ouvrir la porte. Il panique, réalisant que lorsque des dieux se battent, les mortels souffrent, et qu'il doit s'éloigner avant d'être tué dans les tirs croisés. Son cœur se serre lorsqu'il confirme sa pire peur. La porte est solidement verrouillée. Une vague de puissante magie de glace jaillit sous la porte, le renversant au sol. Il jure de frustration. En regardant à travers la fente, il se rend compte que la porte a été trafiquée par la servante. Cela le confond, car il se souvient qu'il n'y avait pas de complot d'assassinat dans le livre original qu'il connaît. Il s'arrête, une pensée soudaine et horrifiante le frappant. Attends. Et si, il se remémore une scène passée, où lui, dans son rôle de vilain arrogant, avait donné un ordre à la gouvernante. Il lui avait demandé d'envoyer tous les serviteurs malades et de recruter des remplaçants de l'extérieur, ne voulant pas de patients mentalement perturbés, à sa cérémonie de majorité. La réalisation horrifiante le frappe. C'est son propre ordre qui a créé l'ouverture pour l'infiltration des assassins. Il se souvient que la décision de solliciter une aide externe a été prise la nuit précédente et se demande si quelqu'un surveille le manoir 24 heures sur 24. Soudain, la porte éclate vers l'intérieur sous un souffle de magie de glace, projetant Moon Campbell en arrière, choqué. Il se sent complètement impuissant, sachant que son corps faible ne pourrait survivre à un combat de ce niveau. Il pense que tout ce qu'il peut faire est de prier pour que Célysia puisse vaincre l'assassin. Mais en regardant de nouveau dans la pièce, il réalise que la cible de l'assassin n'est que Célysia. L'histoire originale a été modifiée et l'avenir est désormais incertain. Une pensée égoïste lui traverse l'esprit tandis que Célysia se tient puissamment au loin. Sa victoire est-elle vraiment une bonne fin pour lui? Il ferme les yeux et considère l'alternative. Si Célysia venait malheureusement à mourir ici, personne ne saurait jamais ce qu'il avait essayé de lui faire à l'instant. En regardant le combat, il ne peut s'empêcher d'être impressionné, s'avouant que la princesse Célysia est vraiment un surdoué choisi par Dieu. Calmement, Célysia analyse la stratégie de son adversaire, identifiant l'utilisation de courtes séries de jeux de jambes, de magie de flèches légères et de magie de gravité. Elle déduit correctement que les sorts sans fluctuation magique sont l'œuvre de l'autre assassin dans la pièce voisine. L'assassin blessé admet que Célysia a vu à travers leur plan, comme les rumeurs le disaient. Toutefois, elle réplique que les rumeurs ne sont pas assez précises, se vantant d'avoir déjà tué des génies magiques et d'être considérée comme un monstre même parmi eux. Rayonnante de puissance, Célysia tient son épée de glace prête. Elle propose un marché à l'assassin. « Dis-moi qui est derrière tout ça et j'épargnerai ta vie. » L'assassin éclate de rire. Elle dit qu'en tant qu'assassin, elle ne devrait pas se livrer à autant de fadaises. Mais, elle esquisse un sourire en révélant sa vraie intention. Parfois, les assassins ont aussi besoin de gagner du temps, non? L'assassin lance des bombes fumigènes, créant une diversion pendant qu'elle prépare son prochain mouvement. Depuis la pièce adjacente, la complice aux cheveux argentés crie que la pièce est maintenant complètement bloquée, pressant sa partenaire d'accélérer car elle ne peut garder le sort très longtemps. Profitant du temps gagné, l'assassin à la peau sombre sort un artefact rouge luminescent de son uniforme, prêt à l'utiliser contre la princesse. L'assassin brandit l'artefact rouge, révélant son sombre dessein. Elle offre en sacrifice le sang d'une centaine de jeunes cœurs d'enfants au dieu sombre de son monde. Les yeux de Célysia s'élargissent d'horreur et de reconnaissance en identifiant la magie répugnante, le rituel du dieu maléfique. L'assassin poursuit son incantation, son corps enveloppé d'énergie sombre tandis qu'elle implore la puissance de ses divinités malveillantes. Une énergie sinistre, rouge sang, émane du rituel, sa puissance dirigée directement contre Célysia. La puissance du rituel noir heurte la magie de glace de Célysia, réprimant ses capacités par une vague d'énergie rouge. Célysia est projetée en arrière, sa magie neutralisée par le rituel maléfique. Elle est blessée mais reste défiante. Serrant les dents de rage, Célysia fixe son adversaire. Prêtre du mal, vermine d'égout ose apparaître devant moi. Gronde-t-elle. L'assassin acquiesce calmement à l'évaluation de la princesse. Rats. En effet, pour sa royale altesse, nous sommes des rats. Mais sa grâce la princesse, tu mourras bientôt entre les mains des rats. L'assassin se précipite, brandissant son poignard pour une nouvelle attaque. Elle déchaîne un barrage furieux de coups, riant comme une folle tandis que le sang gicle dans les airs. L'attaque de l'assassin s'interrompt, son expression se teintant de confusion. Célysia tient bon, meurtrie et ensanglantée, mais vivante. L'assassin est impressionné, notant que le maniement de l'épée de Célysia est aussi bon, puisqu'elle a évité tous les points vitaux. L'assassin exploite son avantage, criant que désormais Célysia ne peut plus utiliser sa puissante magie de glace. Elle donne un coup de pied à la princesse affaiblie, déclarant qu'elle n'est maintenant qu'un agneau à battre. Célysia est projetée contre le mur sous la force du coup. Elle trébuche, le corps couvert de blessures et les vêtements en lambeaux. Respirant lourdement, Célysia lutte pour rester consciente, manifestement proche de ses limites. L'assassin s'étire, se sentant satisfaite et à l'aise. Elle décide qu'il est temps d'en finir. Ensuite, princesse, ta tête. Je la prendrai. Elle bondit en avant, un sourire fou aux lèvres, visant le coup fatal. Une coupe nette tranche l'air, suivie d'une gerbe de sang frais. Quelqu'un a été poignardé. L'assassin et la princesse Célysia regardent tous deux, stupéfaits, les yeux grands ouverts face à ce tournant inattendu. Moon Campbell se tient protecteur devant Célysia, ayant reçu le poignard destiné à elle.
Célisia le regarde, abasourdi, tandis qu'il la protège de l'attaque. L'assassin se fige, regardant incrédule l'homme qui est soudain apparu et a contrecarré son coup final. Moon Campbell. La scène dégénère en chaos. Une assassine déguisée en servante assène un coup vicieux à Moon Campbell, tandis que la princesse Célisia, déjà blessée, crie son nom, alarmée. Célisia, le visage strié de sang, fixe d'un air d'incrédulité totale. Les yeux écarquillés de confusion, elle interroge Moon. « Toi. Pourquoi ?» Moon Campbell crache un jet de sang, le coup l'ayant assommé. Il semble se poser la même question, se disant en lui-même « Oui, pourquoi donc ?» Comme s'il était lui aussi surpris de ses propres choix. Dans l'ombre d'un encadrement de porte, l'assassin offre une sortie à Moon. Elle précise que leur seule cible est Célisia et qu'il est libre de partir. Le chemin vers la sécurité est juste devant lui. Il se tient à la croisée des chemins, figé par l'indécision. Une part de lui sait qu'il pourrait simplement s'éloigner et laisser Célisia mourir, mais sa conscience ne le permet pas. Un faible sourire déterminé apparaît sur le visage ensanglanté de Moon. Il fait son choix. Il ne peut tout simplement pas se résoudre à l'abandonner. Poussé par une montée d'adrénaline, Moon se jette devant Célisia, la protégeant du prochain coup de l'assassin tout en criant son nom. Stupéfaite par son acte soudain d'abnégation, Célisia lui hurle de fuir et de se sauver. Elle ne comprend pas pourquoi il choisit de rester et de combattre. L'assassin, furieuse de l'interférence de Moon, lui hurle dessus, le traitant de dandy inutile, furieuse que son courage inattendu ait fait échouer ses plans. Ses yeux brillent d'une intention meurtrière tandis qu'elle gronde, le visage figé dans une colère pure. La défiance de Moon a rendu le combat personnel. Ignorant l'homme blessé, l'assassin reporte toute son attention sur Célisia. Les deux femmes se retrouvent face à face dans un face-à-face en grave tendu. L'assassin se précipite en avant, lançant une fente d'énergie mortelle directement vers Célisia, déterminée à accomplir sa mission. Cependant, Célisia se révèle une adversaire redoutable. Elle contre-l'attaque, laissant l'assassin mortellement blessé et s'effondrer au sol. Bien que meurtrie et couverte de bleu, Célisia se tient victorieuse sur son ennemi tombé. D'un regard froid et distant, elle déclare que le combat est enfin terminé. Mais la victoire a eu un prix élevé. Moon gît sur le sol, haletant dans une mare de son sang, le corps brisé après avoir protégé la princesse. Célisia s'assoit auprès du mourant Moon, l'esprit en ébullition. Elle remet en question ses motivations, demandant s'il a engagé l'assassin et pourquoi il risquerait sa vie pour la sauver. Il nie simplement tout. Elle pointe froidement la logique qu'il a ignorée. Si elle mourait, son comportement rebelle resterait à jamais secret. La laisser périr aurait été le choix le plus rationnel pour lui. Fixant faiblement le plafond, Moon balaie son raisonnement d'un geste. Il sait que ses actes n'étaient pas dictés par la logique, admettant que tout cela n'a plus d'importance désormais. Célisia se rappelle ses paroles d'une conversation passée, où il disait qu'il la poursuivrait ouvertement s'il était un homme véritable. Soudain, son sacrifice insensé commence à prendre une douloureuse forme de sens. Avec un sourire fragile et ensanglanté, Moon la regarde pour obtenir une validation. Dans ces derniers instants, il a besoin de savoir s'il a enfin été à la hauteur de ses propres paroles. Célisia énonce la réalité sombre. Il ne lui reste que 10 respirations. Elle propose de porter ses dernières paroles à sa famille, une ultime courtoisie pour l'homme qui lui a sauvé la vie. Il tend faiblement la main vers elle, affirmant qu'il n'a pas besoin de mots d'adieu. Il croit que sa mort est la meilleure issue pour tous, que le monde se porterait mieux sans une nuisance comme lui. Lorsque sa main touche la sienne, il commence à parler. Il s'excuse auprès d'elle, et avant qu'elle n'ait le temps d'assimiler, il continue, la laissant en silence stupéfait. Puisant dans sa dernière once de force, Moon Campbell ouvre son âme, avouant la véritable raison de son sacrifice. « Je t'aime vraiment », murmure-t-il, les yeux se fermant alors que l'aveu finit par s'échapper. Sa main, qui cherchait la sienne, devient molle et retombe au sol. L'aveu flotte dans le silence entre eux, un ultime appel face à la mort. Il ne reste désormais que Célisia et le poids de ses derniers mots. Mais Célisia ne trouve aucun réconfort dans ces derniers mots. Regardant son corps sans vie, elle murmure qu'après tout ce qu'il lui a fait, une simple excuse et sa mort ne suffisent pas à payer sa dette. Son chagrin se transforme rapidement en une rage brûlante. Des larmes coulent de ses yeux tandis qu'elle le fixe, hurlant son nom avec toute la douleur et la colère qu'elle ressent. Un torrent d'énergie bleue jaillit d'elle, tourbillonnant autour du corps de Moon. Elle refuse de lui accorder la paix de la mort, déclarant qu'elle n'accepte pas ses excuses. D'une voix résonnant de puissance et de chagrin, elle lui lance une malédiction, un ordre final et contraignant. Il ne doit pas mourir. Il doit vivre pour payer ses péchés. Soudain, Moon se retrouve flottant dans un vide étoilé et paisible. Toute douleur, fatigue et vertige ont disparu, remplacés par une chaleur confortable. Il se demande si c'est ainsi qu'on ressent la mort. Il réfléchit au résultat. Bien que l'issue ait été encore la mort, cette fois c'était son propre choix. Il y voit même un côté positif. Il a eu l'occasion d'agir héroïquement et de confesser ses sentiments à Célisia. Pourtant, il admet que c'était une perte de mourir si peu de temps après être rené. Il renforce sa résolution, jurant qu'il ne peut pas être un salaud sans cœur comme l'ancien propriétaire du corps. Son introspection est interrompue par l'apparition d'une étrange masse tourbillonnante d'énergie sombre qui se matérialise devant lui. L'ombre sinistre commence à ramper vers lui, enroulant ses tentacules autour de sa forme éthérée, le plongeant dans la panique. Les ténèbres l'engloutissent complètement, et une étrange fenêtre système apparaît, montrant une barre « Progress Loading ». Elle liste ses péchés et leur progression.
orgueil à 50%, jalousie à 99% et étrangement, gourmandise à -90%. Submergé, Moon ne peut qu'exclamer sa confusion. De l'obscurité surgit un livre. Sur ces pages est griffonné un message cryptique: « Continue de te débattre pour mon Moon Campbell ». Il semble qu'une entité inconnue tire les ficelles. Furieux de cette nouvelle forme d'emprisonnement, Moon maudit le mystérieux système. Il refuse d'être renvoyé dans quelque cave effrayante et contrôlé à nouveau. Au sommet de sa colère, la terrifiante masse d'énergie sombre se métamorphose de façon comique en un visage de chat mignon et laisse échapper un doux miaou, dissipant complètement la tension. La scène se détache du plan éthéré pour revenir à la sombre réalité des égouts de la maison Campbell, où l'eau ondule d'un mouvement invisible. Une assassine, vêtue d'un uniforme de domestique sous une cape sombre, fuit à travers les égouts. Frustrée par l'échec de sa mission, elle regrette de ne pas avoir priorisé l'assassinat de Moon Campbell quand elle en avait l'occasion. Elle s'arrête net lorsqu'une voix froide et menaçante résonne dans le tunnel, lui demandant si c'est elle qui a voulu faire du mal à son précieux fils. Une immense aura de feu prenant la forme d'un lion rugissant jaillit devant elle, dégageant une puissance écrasante. L'assassine fixe la scène, terrifiée, réalisant qu'elle est tombée sur une silhouette véritablement effrayante. Avec une horreur croissante, elle reconnaît l'homme face à elle. C'est le chef de la famille, le patriarche redoutable connu sous le nom de Lionheart, Lon Campbell. Lon Campbell se tient calmement au milieu des flammes de son propre pouvoir. Il note que l'invité connaît son nom et demande froidement pourquoi elle a pénétré dans sa demeure. D'un air d'un calme glacial, il va droit au but, sa voix infusée de menaces exigeant de savoir ce qu'elle comptait faire à son bébé-fils. Ses yeux brillent d'une fureur paternelle, l'aura de lion en feu rugissant derrière lui. Il se penche, promettant d'être tout oui, laissant entendre que sa réponse déterminera son sort. L'histoire revient ensuite à Moon Campbell, désormais sain et sauf dans sa luxueuse chambre. Une servante veille à son chevet alors qu'il gît inconscient. Les yeux de Moon papillonnent et s'ouvrent. Faible et désorienté par son épreuve, il regarde d'un air groggy le visage inconnu de la servante qui le surveille. La servante se présente sous le nom d'Anne. Voyant sa confusion, elle exprime son inquiétude et propose d'appeler immédiatement un médecin. Moon décline son offre, insistant sur le fait qu'il a juste besoin d'aller aux toilettes. Mais en tentant de se lever, son corps est trop faible, et Anne se précipite à ses côtés pour l'empêcher de tomber. Il laisse échapper un gémissement de douleur lorsque son corps flanche, une vague de faiblesse le submergeant complètement. Mais avant qu'il ne touche le sol, Anne le rattrape en criant qu'il fasse attention, la soutenant alors que son corps s'effondre. Reposant dans ses bras, Moon s'excuse pour sa faiblesse. Anne le rassure en disant que c'est son devoir de prendre soin de lui. Elle suggère ensuite que, pour faciliter les choses, elle peut l'aider à utiliser un urinal directement dans la chambre. Moon reste sans voix, son esprit court-circuitant à la suggestion. Un urinal? La honte pure de la situation le submerge. Brandissant un urinal doré et orné, Anne explique le dernier détail. Sa fiancée était si inquiète qu'elle a chargé Anne de s'occuper de tous ses besoins, des médicaments au bain en passant par les toilettes. Le chapitre se termine sur Moon apprenant ses fiançailles et son impuissance totale de la manière la plus comique qui soit. Moon Campbell se réveille et trouve sa fidèle servante, Anne, à ses côtés. Elle explique que pendant son inconscience, elle avait compris qu'il n'allait pas bien rien qu'en voyant son froncement de sourcils et sa posture recroquevillée, l'assurant qu'aucun incident inapproprié, comme uriner au lit, ne s'est produit. Le professionnalisme d'Anne prend une tournure gênante lorsqu'elle demande brusquement « Avez-vous besoin que je vous enlève votre pantalon ?» Moon est absolument choqué par cette proposition soudaine et trop intime. Tâchant de retrouver un peu de dignité, Moon insiste pour ne pas la laisser l'aider pour des affaires aussi personnelles maintenant qu'il est réveillé. Il se tapote doucement la tête et demande son aide seulement pour atteindre les toilettes, pensant pouvoir marcher doucement. D'un air calme et accommodant, Anne accepte sa demande, se contentant de dire « Eh bien, si c'est ce que veut le jeune maître ». Mais avant que Moon n'ait pu en prendre conscience, Anne se meut avec une vitesse surprenante, le laissant complètement désorienté. Au lieu de l'aider à marcher, Anne le soulève simplement en porte-princesse. Elle déclare d'un ton pratique « C'est plus rapide ainsi ». Moon, pris totalement au dépourvu, ne peut que balbutier une protestation. Alors qu'ils descendent le couloir, ils sont aperçus par deux autres domestiques, une blonde et une autre aux lunettes, choqués de voir Anne porter leur jeune maître. Du point de vue des autres servantes, la scène est encore plus scandaleuse. La domestique blonde n'en croit pas ses yeux, reconnaissant à la fois Anne et Moon. Tandis qu'une des servantes crie pour informer la madame que le jeune maître est réveillé, Moon est mortifié par cette exposition publique, trouvant la situation extrêmement embarrassante. Anne, cependant, reste parfaitement impassible. Arrivée devant la salle de bain, Moon s'adresse hésitamment à Anne, mais elle lui demande déjà ce qui ne va pas, toujours aux aguets. Moon lui demande de partir, mais Anne refuse, affirmant que la madame lui a ordonné d'assurer une protection 24 heures sur 24. Lorsqu'il insiste, elle lui propose de nouveau de l'aider à enlever son pantalon. N'en pouvant plus, Moon puise dans ses dernières forces et repousse physiquement sa servante trop zélée hors de la salle de bain. La porte claque bruyamment, laissant Anne version chibi debout seule dans le couloir, comprenant enfin le message. Un peu plus tard, de retour dans la chambre de Moon, Anne aide le jeune maître épuisé à se recoucher. Moon demande combien de temps il a dormi. Anne l'informe qu'il a dormi pendant 3 jours entiers. La durée choque Moon, qui s'inquiète aussitôt de l'état de sa blessure. Anne explique que sa blessure a été soignée dès la première soirée. C'est son Altesse, la princesse Célisia, qui a fait appeler le médecin en chef du corps des magiciens royaux pour le traiter.
Son long sommeil était simplement dû à la faiblesse causée par une perte de sang excessive. En regardant la cicatrice maintenant guérie sur sa poitrine, Moon est abasourdi. La réalisation que c'est Célisia, la personne qui l'avait attaqué, qui l'a finalement sauvé est difficile à encaisser. Avec une pointe d'appréhension, Moon demande à Anne si la princesse a dit autre chose lorsqu'elle est intervenue. Entendant Anne répondre simplement de non, Moon pousse un soupir de soulagement, pensant que peut-être Célisia n'a pas l'intention de poursuivre l'affaire de leur confrontation. Cependant, son soulagement est de courte durée. Anne précise que si Célisia n'a rien dit à Astérisque, elle a parlé à Sa Majesté le Roi. Le visage de Moon se tord d'horreur à cette implication. Anne raconte les événements. Après enquête, il a été confirmé que la cible de l'assassinat était la princesse Célisia. L'instigateur était une organisation du marché noir de Belran. Le roi, furieux, a envoyé des troupes pour les déloger, arrêtant et exécutant plusieurs personnes. Elle poursuit en expliquant que le duc a capturé 2 assassins vivants qui ont tout avoué. Comme l'incident s'est produit dans leur manoir, le duc s'apprêtait à affronter la colère du roi. Inopinément, le duc est revenu sans être puni, et la famille Campbell a été exclue de l'enquête ultérieure sur l'aristocratie. Anne conclut que la princesse Célisia a dû dire quelque chose au roi pour régler l'affaire en leur faveur. Moon retombe sur le lit en lâchant un énorme soupir de soulagement. Il se plaint que les pauses dramatiques d'Anne lui font du mal au cœur, la suppliant d'être plus directe la prochaine fois. Voyant sa réaction excessive, Anne se penche avec un regard malicieux. Elle le taquine, demandant si son nervosisme signifie qu'un incident inexprimable s'est produit entre lui et la princesse. Moon est immédiatement troublé, bafouillant pour tenter de le nier. L'esprit de Moon replonge dans le combat à mort avec Célisia, son imagination s'emballant à l'écoute des paroles taquines d'Anne, s'imaginant la princesse chuchoter, tellement chaud, en vie. Il panique, s'efforçant frénétiquement d'étouffer la ligne de questionnement d'Anne. « Comment est-ce possible » s'exclame-t-il, « je suis juste mauvais, pas stupide. Quiconque oserait toucher à la princesse sera décapité. » Sa décharge d'émotion est suivie d'un silence. Moon, agrippant sa couverture, ne peut que balbutier « que, quoi ?» tandis qu'Anne le fixe simplement. Un sourire en coin joue sur les lèvres d'Anne tandis qu'elle savoure son embarras, se contentant de dire « vraiment », comme si elle savait quelque chose qu'il ignore. Changeant de sujet, Anne présente une cuillerée d'un liquide foncé et visqueux. « Allez, jeune maître, bois le remède, ce n'est plus chaud. » Résigné à son sort, Moon accepte à contre-cœur la cuillerée de remède, tendue par sa servante persistante. Au moment où le liquide touche sa langue, ses yeux s'agrandissent d'horreur. Le goût est bien pire qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il recrache le remède violemment, toussant et crachant. Quel genre de remède est ce? C'est trop amer. Ma langue est engourdie. S'écrie-t-il, en proie à l'agonie. Anne explique calmement que c'est un tonique régénérateur de sang, pas un médicament, et qu'elle a déjà ajouté du sucre. Elle tente de le cajoler comme un enfant, mais Moon insiste que l'amertume provoque un rejet physique automatique. Dehors, les autres servantes entendent le vacarme. Elles chuchotent entre elles, le jeune maître est encore en colère. Trop effrayant. Les domestiques se souviennent que leur maître a toujours détesté les aliments amers et se mettait en colère, allant même jusqu'à fouetter les gens. L'une remarque que malgré sa récente douceur, il semble qu'Anne risque de se faire battre. Une autre suggère d'aller rapporter cela à la madame. Entendant leur projet de dénonciation, Moon jette un coup d'œil depuis l'embrasure et les surprend en criant « N'y allez pas ». Dans une tentative désespérée de les arrêter, il hurle « Ne le dites pas à maman. Ce n'est que du remède ». Tout en pointant Anne d'un doigt accusateur. Pour prouver son point et clore la situation, Moon attrape le bol et avale la concoction d'un trait, à la grande surprise de tous. Complètement intimidés et par la démonstration théâtrale de leur maître, les commères se dispersent rapidement et s'enfuient dans le couloir. Moon se tient triomphant avec le bol vide, ayant réussi à éviter la crise que représenterait la découverte par sa mère. Mais sa victoire est de courte durée. La pleine force du tonique amer frappe son estomac et le fait s'étouffer. Anna court à son chevet en criant son nom. Il se retrouve courbé sur un pot de chambre, en train de vomir. Anne lui tapote le dos, s'excusant et expliquant qu'elle avait oublié de lui dire que le boire d'un seul coup provoque des nausées physiologiques. Alors que Moon se remet de ses nausées, Anne l'informe gaiement que ce n'était que le 4e dose de médicament et que, selon le médecin royal, il sera guéri après 2 autres prises. Moon est horrifié. Il retombe sur le lit, comme si son âme quittait son corps. Il gémit que le remède est encore plus amer que ma vie, et déclare dramatiquement qu'il ne veut plus travailler et préférerait détruire le monde. Après avoir administré le remède avec succès, Anne propose une trêve. Elle note qu'il y a du temps avant le dîner et lui offre du thé noir et une crêpe, ajoutant qu'elle peut appeler un garde à tout moment s'il n'est pas satisfait. Apaisé par l'offre de gâteau, Moon l'accepte gracieusement. Il remercie Anne pour son travail acharné ces derniers jours et promet de parler à sa mère pour obtenir une augmentation pour elle. Anne fait une polie révérence, disant qu'elle ira informer ses parents pour qu'ils ne s'inquiètent pas. En partant, Moon se régale du gâteau, admettant pour lui-même que c'est délicieux. Pas étonnant que ce soit si cher. Anne mentionne encore une chose. Une lettre du palais royal est arrivée pour lui et l'attend dans son cabinet. En mangeant son gâteau, Moon se demande si elle vient de Célisia et décide de l'ouvrir plus tard. Prenant une autre bouchée, Moon continue de réfléchir à la lettre, puis une question différente et plus pressante lui vient à l'esprit. Juste au moment où Anne s'apprête à partir, Moon l'arrête, disant qu'une pensée soudaine lui est venue. Il demande comment elle a réussi à lui faire avaler ce médicament amer alors qu'il était inconscient, arguant que même par pur instinct, il n'aurait jamais mangé quelque chose d'aussi infect. Anne se fige sur place.
Moon précise rapidement qu'il est juste curieux, se demandant comment elle la nourrit puisqu'il n'existe pas d'équipement comme une sonde gastrique dans ce monde. Avec un léger sourire entendu, Anne se retourne et dit « C'est comme tu le penses, jeune maître. Je sais que tu ne supportes pas les privations, alors j'ai mis beaucoup de sucre dans ta bouche. » Alors qu'elle franchit la porte, Moon répète ses paroles pour lui-même. Il s'avère qu'on a ajouté du sucre. Et l'horrible réalisation commence à poindre alors qu'il s'interroge. Dans la bouche. Son esprit s'emballe dans la panique tandis qu'il se couvre la bouche. La bouche de qui? La mienne? La sienne? Un flashback révèle la situation réelle. Alors qu'il était inconscient, Anne lui administra le médicament bouche à bouche. Le flashback se termine, et tout ce qu'Anne entend depuis l'autre côté de la porte fermée est le cri perçant de terreur différé de Moon. Un instant plus tard, cependant, Moon rougit et glousse pour lui-même. Il réfléchit à sa vie privilégiée puis réalise avec une joie fébrile que l'administration bouche à bouche fut son tout premier baiser. Mais sa joie est de courte durée lorsqu'un souvenir soudain le frappe. Faux, s'écrie-t-il. Il se rappelle le moment où il a poussé la princesse Célysia hors de danger, leurs lèvres se frôlant accidentellement. Son véritable premier baiser avait déjà eu lieu. La pensée de sa rencontre avec la princesse lui rappelle la lettre mentionnée par Anne. Il jette sa couverture et se précipite hors du lit pour la chercher. Il prend la lettre dans sa table de nuit. Elle est marquée du sceau du palais royal. À l'intérieur, la lettre de Célysia est brève et énigmatique, ne disant que « Je te traiterai juste comme un demi-homme, Moon Campbell ». Moon pousse un énorme soupir de soulagement, interprétant le message comme un signe qu'elle n'a pas l'intention, pour l'instant, de poursuivre ses crimes passés. Il ressent un profond soulagement, croyant qu'en l'ayant sauvé, il a évité le pire des dénouements. La scène passe à plus tard dans la soirée, au repas, où une voix féminine appelle affectueusement « Muant », son petit Muant. Sa mère le serre contre elle dans une étreinte, pleurant dramatiquement qu'elle a eu la peur de sa vie quand son père l'a ramené couvert de sang. Moon tente maladroitement de la réconforter. Sa mère continue de sangloter, lui demandant de se regarder dans le miroir, incapable de supporter la vue de sa blessure. Elle se lamente que son parfait petit garçon ait une blessure aussi laide. Moon essaie de minimiser, affirmant que ce n'est qu'une blessure mineure et qu'il va parfaitement bien mis à part un peu de faiblesse. Son père, Lon Campbell, réconforte son épouse, approuvant que ce n'est qu'une blessure mineure et que les cicatrices sont des médailles d'honneur pour les hommes. Il remercie ensuite sincèrement son fils, admettant que sans son acte héroïque de sauver la princesse, même ses grands exploits militaires n'auraient pas pu le sauver de la colère du roi. Assis désormais à table pour le dîner, Moon en profite pour demander à son père plus de détails sur ce qui s'est passé avec les assassins. Lon Campbell commence son compte-rendu, expliquant les détails de l'attaque. Il révèle qu'il y avait 3 assassins au total visant la princesse. À part celui que son Altesse a tué sur le coup et celui qui a brisé la barrière, il y avait un 3e complice responsable du contact, que les hommes de Lon capturé dans les égouts. Il confirme qu'il a envoyé les 2 survivants au palais pour interrogatoire pendant la nuit. Lon poursuit, expliquant que, bien que les assassins aient été têtus, ils ont fini par craquer sous l'interrogatoire. Il révèle une découverte clé. Ce n'étaient pas des guerriers de la mort professionnels, mais des chasseurs de primes du marché noir de Belran. Plus inquiétant, ils appartiennent à une secte fanatique qui vénère un dieu maléfique qu'ils appellent le roi du flétrissement. Moon assimile intérieurement cette nouvelle information. Il ne se souvient d'aucune mention du roi du flétrissement, ni de ses chasseurs de primes dans le roman original, ce qui l'amène à les considérer comme un groupe insignifiant et marginal. Cependant, Lon Campbell continue, révélant que selon les gardes royaux, la bande est une organisation criminelle féroce qui existe depuis des années. Ce sont des criminels désespérés qui acceptent n'importe quel travail pour le bon prix, allant jusqu'à tuer leurs propres parents. Sa mère tente de le rassurer, affirmant que son père a déjà conduit ses hommes pour éliminer l'organisation au cours des 2 derniers jours. Moon est stupéfait par cette nouvelle et s'interroge sur l'éradication complète. Elle se vante fièrement du statut de Lon comme premier grand-duc, tandis que Lon lui-même minimise humblement ses actions, déclarant qu'il n'a fait que recevoir l'ordre de nettoyer les nids de rats autour de la capitale royale. Jouant le rôle du fils dévoué, Moon complimente la vigueur de son père avant de poser la question la plus importante. Ont-ils découvert qui a engagé les assassins? Malheureusement, répond Lon, ils n'ont trouvé aucune réponse. Tous les chasseurs arrêtés ont été maudits pour brûler instantanément jusqu'à la mort au moment où ils tentaient de révéler le commanditaire, un fait qui a encore plus mis sa majesté en colère. L'on conclut que si le marché noir de Belran est détruit, il n'existe aucune preuve substantielle sur le cerveau de l'opération, prouvant qu'ils ont une emprise profonde sur le milieu souterrain de la capitale. En conséquence, le roi a ordonné une enquête approfondie sur tous les nobles qui pourraient avoir osé attaquer la princesse Célysia. Moon est sidéré. Il réalise soudain que la destruction par son père du marché noir souterrain de Belran était un événement majeur du roman original. Il se rappelle l'intrigue originale. L'incident s'est produit parce que quelqu'un avait mis une prime sur la vie de la concubine préférée du roi sur le marché noir. Un assassin a non seulement accepté la prime, mais a réussi. La fureur du roi a mené à une purge brutale de 3 mois qui a tué tant de personnes que les égouts de la cité royale en sont devenus rouges. L'événement est devenu connu sous le nom de l'incident de la rivière de sang. Moon recolle les pièces du puzzle. Cet incident était censé se produire dans 2 ans. Mais maintenant qu'il a sauvé la princesse et que son père a déjà détruit le marché noir, l'incident de la rivière de sang original n'aura jamais lieu. Il songe aux conséquences. L'incident de la rivière de sang était un événement énorme pour l'héroïne du livre original, Ariel, qui s'était retrouvée entraînée dans le conflit lors d'une vente aux enchères du marché noir. Après être tombée à plusieurs reprises en crise, Ariel utilisa la chance du protagoniste pour déjouer le danger et sa force augmenta rapidement.
L'incident constituait un chapitre de transition crucial pour elle. Mais maintenant, il a disparu. Il réalise avec une horreur comique que sa petite action a déclenché une chaîne de réactions massives. L'intrigue originale est maintenant complètement bouleversée et ne peut être inversée. Plus tard dans la nuit, assis à son bureau, Moon réfléchit à sa nouvelle réalité. Bien que ses parents lui aient conseillé de se reposer, il sait que ce n'est pas le moment. L'intrigue a complètement divergé de la trajectoire du livre original, ce qui signifie que tous les événements auxquels il va être confronté sont désormais inconnus pour lui. Moon Campbell médite sur sa nouvelle réalité. Il réalise que l'intrigue du livre original n'est plus un guide fiable, et que sa survie dépend désormais entièrement de lui. Pour s'y retrouver, il décide de se fixer d'abord quelques petits objectifs. Il note diligemment ses nouveaux objectifs de vie. Premièrement, survivre à tout prix. Deuxièmement, éviter la fin tragique d'être emprisonné et abusé. Troisièmement, devenir plus fort. Et quatrièmement, un rappel crucial pour lui-même. Le livre noir n'est pas digne de confiance. Il interrompt son écriture, tenant la plume d'oie entre les dents, tandis qu'il réfléchit pensivement à ses plans. Cependant, la peur persiste. Il se rappelle la voix d'un meurtrier entendu dans un rêve prophétique. Bien qu'il ne la reconnaisse pas, il ne peut ignorer l'horrible possibilité d'être capturé, emprisonné et cruellement tranché en 1000 morceaux. Il doit se méfier de la prophétie du livre noir, car la véritable cause de sa destinée annoncée reste mystérieuse. Si ce ne sont pas les héroïnes, Ariel et Célicia, qui lui vouent une telle haine, qui cela pourrait-il être? Il se tient la tête de frustration. Être désavantagé par le manque d'informations est incroyablement pénible. Il ne peut rien comprendre à partir d'un seul petit fragment d'un rêve prophétique. Il soupire et retombe sur son lit, décidant de l'oublier pour l'instant. Inutile de trop réfléchir. Il doit se concentrer sur ce qu'il peut faire à cet instant précis. Ses yeux se posent de nouveau sur ses objectifs. Devenir plus fort est la priorité absolue. Cependant, en tant que fils d'un duc, les méthodes conventionnelles d'entraînement ne suffiront pas à combler l'immense fossé de puissance qui le sépare du groupe des protagonistes. Il ricane en se rappelant comment l'ancien propriétaire du corps a gaspillé tant de temps. Après une année entière à l'Académie Sainte-Maria, le seul sort de magie dont il se souvient est un simple sort de lumière basique. C'est absolument ridicule. Heureusement, son état physique n'est pas mauvais. Il est au niveau d'un premier ordre avancé. Mais selon le système de puissance de combat de l'Académie, il sait qu'il ne pourra probablement pas progresser davantage à son stade actuel. Il se couvre le visage, se sentant sans espoir. Même s'il parvenait d'une manière ou d'une autre à atteindre le 5e ordre, cela serait inutile contre Ariel et Célicia. Ce sont des élus de Dieu, pratiquement des codes de triche humanoïdes qui bafouent les règles du monde. Prenez Célicia, par exemple. Peu après sa naissance, la déesse de la glace et de la neige lui a accordé une autorité, lui donnant un instinct inné pour manipuler la glace bien au-delà du pouvoir divin que les clercs obtiennent par la prière et les transactions. Et puis il y a Ariel, la super forte Taotienne, du livre original. Moon se souvient que dans les derniers épisodes de l'histoire, elle avait des bénédictions divines à 2 chiffres, pouvant invoquer d'innombrables dieux sans hésiter. Si elle ne peut pas gagner, elle appelle simplement les dieux. C'est incroyable. En pensant à Ariel, il sait que même maintenant, sa force est comparable à la sienne, mais elle possède aussi la magie divine et divers objets uniques. Battre un opposant ordinaire avec un écart de 2 rangs n'est pas un problème pour elle. Contre un novice comme lui, il n'a tout simplement aucune chance. Il ferme le livre, sa décision prise. Après avoir analysé la situation actuelle, la réponse est évidente. Ses yeux déterminés se reflètent dans la tranche du livre. Son objectif ultime pour cette étape est clair. Aussi vite que possible, il doit atteindre un niveau où il pourra se protéger, même face à Ariel. Un sourire confiant joue sur ses lèvres. Il reconnaît que les atouts d'Ariel sont puissants et nombreux, mais il n'est pas sans ressources. Grâce à l'incident des assassins, il a éveillé une nouvelle capacité. Et cette capacité est le livre noir. Il convoque un petit objet pointu et doré qui se matérialise dans sa main. Avec un rictus, il dit « à l'appel », tandis qu'une aura ombreuse émane de sa main, appelant le livre lui-même. Une petite bulle de pensée comique montre une version chibi de lui sortant d'un œuf, représentant sa joie et la naissance de son nouveau pouvoir. Soudain, une force immense le tire, le faisant pousser un cri d'agonie comme si son âme même était arrachée de son corps. Il serre le livre, furieux et souffrant. « Ça fait mal », crie-t-il. « Si tu veux me tuer, dis-le. Comment oses-tu attaquer mon petit frère ? J'ai encore besoin de l'utiliser à l'avenir. » Alors que l'énergie sombre tourbillonne, une larme apparaît dans son œil à cause de la douleur, mais son expression reste ferme et déterminée. Il baisse les yeux, confus, tandis que le livre noir commence à bruisser. Tout seul, les pages se mettent à tourner rapidement, comme si elles cherchaient quelque chose. Le livre s'arrête alors sur une page remplie de textes. C'est un journal détaillé, retraçant les récents événements de sa vie. La visite au marché noir, l'entraînement avec la femme de tête, son discours de majorité, et même la danse avec la princesse Célicia. En lisant, muant et consterné, il enregistre les événements des derniers jours dans un détail exaspérant, y compris le moment où Célicia l'a plaqué au sol. Il se plaint d'avoir l'impression d'être le personnage principal d'un livre cochon. Mais ensuite, ses yeux s'écarquillent lorsqu'il s'arrête sur un détail particulier du texte. « Hey ! Attends une minute », pense-t-il, ayant remarqué quelque chose d'inhabituel. Il se concentre sur un passage décrivant comment il a ouvert une porte négligemment et a été attaqué par un assassin. Il se demande, pourquoi ce texte est-il en rouge? Est-ce que, avant qu'il n'ait fini sa pensée,
Une énergie violente couleur s'enjaillit du livre, le surprenant complètement. Potel. Encore. Crie-t-il. Il est englouti par les tentacules cramoisis, grimaçant en luttant contre la force. Tu ne peux pas me prévenir la prochaine fois, hurle-t-il au livre, frustré. En un éclair, il est transporté ailleurs. Il prend instinctivement une posture défensive, regardant autour de lui, confus. Où suis-je? Demande-t-il. Il se trouve dans une vaste salle faiblement éclairée. Ce n'est pas le donjon d'avant. Il déduit rapidement, peut-être. C'est un espace à l'intérieur du livre noir. Soudain, son attention se porte sur une silhouette émergeant des ombres. Ses yeux s'écarquillent en apercevant la silhouette d'un assassin aux yeux rougeoyants. Qui va là? Appelle-t-il, la voix pleine d'alarme et de surprise. Muan reconnaît instantanément la technique de l'assassin, pas de l'ombre. Avant qu'il ne puisse réagir pleinement, l'assassin, femme à la peau foncée, réduit la distance en un flou, se jetant sur lui avec une lame étincelante d'énergie noire. Ses yeux s'ouvrent d'horreur alors que la lame fend sa gorge, et le sang jaillit de la blessure fatale. Il est tué en un instant. L'assassin jette un coup d'œil par-dessus son épaule, l'expression froide et peu impressionnée. « Eh bien ?» dit-elle, comme si elle attendait plus de résistance. Muan revient brusquement à la réalité dans sa chambre, haletant, le visage marqué d'un choc total. « Bordel !» s'écrie-t-il. Il se tient la gorge, la douleur fantôme encore fraîche. « Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait tuer instantanément ?» dit-il, perplexe. Il se demande comment l'assassin de l'incident précédent est apparu à l'intérieur du livre noir. Il se lève et s'adresse directement au livre noir. Les pages bruissent comme en réponse, une aura sombre tourbillonnant encore autour. Un écran se matérialise, affichant ses niveaux de compétences. Il voit son nom, Muan Campbell, et son rang de premier ordre en tant que guerrier et mage. Surtout, il montre qu'après cette brève rencontre, ses compétences en combat aux dagues et pas de l'ombre ont gagné un petit niveau de maîtrise. Une version chibi-espiègle de Muan rit. Ah, donc c'est ça. C'est ta vraie capacité, livre noir? Il s'excuse ensuite tendrement de lui avoir crié dessus plus tôt, l'appelant « mon cher ». Son expression devient vive et excitée. « Laisse-moi essayer encore quelques fois. » Un sourire confiant illumine son visage alors qu'il réalise l'incroyable potentiel de son nouveau pouvoir. Si mon hypothèse est correcte, mon shit va être génial. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.